sommes le 16 janvier 2025, il est 19h à Paris, bienvenue dans Tunnel. Cette semaine, j'ai adoré, qu'est-ce que voulez-vous vous dire, certainement pas voir le big boss des réseaux sociaux où résonnent nos voix qui font changer le monde, dire qu'il veut injecter plus de masculinité dans les entreprises et la société. Cette semaine, j'ai détesté que l'on me mette des plans. J'ai une phobie absolue de cela, probablement car dans mon terrible emploi du temps où le pro enlace trop souvent, trop fort le perso, je ne peux pas me permettre d'avoir des vides. Reste que je ne peux m'empêcher de voir les opportunités de finalement rester chez moi, ne rien faire, les imprévus, comme des heures à jamais gâchées et vides. Peut-être qu'il va falloir encore aller travailler chez un psy sur cette obsession du contrôle, au lieu de conseiller la terre entière sur Instagram. Cette semaine, j'ai découvert le conte de Monte Cristo, 6 mois après tout le monde, j'en conviens. Même si la ville dans laquelle je suis contrainte de me trouver si fréquemment, l'affreuse Paris, pratiquait des tarifs convenables et non pas des places de ciné au prix du DVD. Peut-être que j'irai plus souvent. Cette semaine, enfin, j'ai écouté en boucle l'album Berlin Calling de Paul Kalkbrenner, qui est ma botte secrète pour me concentrer depuis les révisions du bac littéraire en 2012 à la grande bibliothèque municipale de la ville, à l'accent chantant, bien sûr, où je le passais. Je ne sais pas travailler sans musique, d'autant plus depuis que la musique est devenue une partie de mon travail et que j'essaie d'optimiser mes 16 heures quotidiennes de temps d'écoute Spotify. N'est-ce pas un piège, cependant, de bosser dans ce que l'on adore ? Comme un politicien occidental, j'ai parfois un problème avec les frontières. Comment bien les placer dans sa vie ? En l'occurrence ici, comment ne pas s'absorber tout entière dans une vie de travail qui connaîtrait plus de travail que de vie ? Vivre de sa passion est-elle une solution ? Est-ce seulement possible ? Quels sont les jobs essentiels ? Peut-on réellement aimer travailler ? Comment en être gratifié ? Comment bien vivre et comment être heureux ? Ce soir, vous l'aurez compris, nous parlerons du travail. Moi, je pense tout simplement que s'il y a des gens qui, le lundi matin, sont déprimés et n'ont aucune envie d'aller au travail, cela me semble particulièrement légitime, c'est-à-dire qu'ils font un boulot tout à fait inintéressant, qui ne leur apporte aucune satisfaction et qu'ils sont là comme des mercenaires pour avoir un simple salaire. Alors, être déprimé, ne pas être en forme le lundi matin parce qu'on va... J'allais dire naturellement au bagne, mais il faut se civiliser dans le langage un peu quand même. C'est une résistance psychique alors, Gérard Bérébi. Pour moi, ça me paraît tout à fait naturel et que cette société produise une certaine quantité d'asociaux qui ne trouvent pas leur place dans le circuit social, c'est-à-dire dans l'organisation disciplinée du monde du travail. Je veux dire, c'est à cette société de s'interroger sur ses responsabilités dans ce qu'elle a produit. Et nous venons d'entendre une archive de l'INA Radio France du 24 juillet 2009 dans les vendredis de la philosophie sur France Culture. Un épisode dédié à la paresse et à l'oisiveté. Et je tiens d'ailleurs à m'excuser puisque pendant mon intro, j'ai pu, bugger sur certains mots, mais c'est parce que j'ai très très mal à la gorge et que, comme vous le savez si vous écoutez souvent l'émission, même quand je suis malade, malheureusement, je n'arrive pas à me mettre en off. Et je continue à travailler puisque mon travail fait trop partie de ma vie et que ma vie est trop intégrée dans mon travail. Mais qu'en est-il de mes invités ? À mes côtés ce soir, Shirley Soignon, tu es comédienne et humoriste. Cela fait 17 ans, j'ai compté, que tu fais du stand-up et presque autant que tu es connue et reconnue par le grand public. Parmi les 1000 opportunités auxquelles ton talent t'a conduit, je crois que tu as été chroniqueuse chez Move. Shirley, tu as beaucoup contribué à la visibilité des personnes LGBT à une époque où cette parole était rare. Tu as participé à de nombreux festivals et émissions télé et même ouvert le premier comédie club fondé par une femme, le Barbès Comedy Club. Shirley, après un long moment d'absence, tu reviens avec des séances de ciné-rencontres un petit peu partout en France, autour de ton spectacle Être humain. De quoi est-ce qu'il parle, ce spectacle ? Eh bien, bonsoir. Merci pour cette belle présentation. Le spectacle Être humain, il parle de santé mentale et vraiment principalement de santé mentale et d'humanité. Je me suis posé la question de c'est quoi être humain, c'est quoi la définition d'être humain, parce que j'adore les définitions des mots. Je me rends compte souvent qu'on n'a jamais la même, qu'on s'invente des définitions en fonction de notre expérience, pas en fonction de ce qu'on a lu dans un dictionnaire, et c'est assez intéressant. Et alors la définition d'être humain, elle est assez vague, il y en a plein, et il y en a une en particulier qui est un petit peu obsolète, je trouve, qui dit qu'être humain, c'est un être vivant qui se différencie des autres êtres vivants par son déplacement bipède, ses mains préhensiles et son intelligence développée.
Oui, c'est drôle, on est d'accord. Qui a écrit ça? C'est très drôle. Quelle est cette personne modeste qui a écrit ça? Il y a un maïs dans mon frigo qui fait pareil. Et donc, je me posais vraiment cette question, et j'ai posé la question à tellement de gens que je me suis rendu compte que personne ne connaissait la définition de nous-mêmes. Et ça m'a entraîné dans ce grand spectacle-là, qui est un peu le dernier spectacle pour moi de stand-up, en tout cas pour un long moment, où je parle d'identité de genre, où je parle de psyché humaine, où je parle de drogue, où je parle de show business, où je parle de travail, effectivement, de se pousser dans ses retranchements. Je parle de recouvrement de mémoire aussi. En fait, de tout ce qui fait de nous des êtres humains, ou pas. Et un spectacle que tu as voulu rendre public, que tu as voulu dont tu as voulu organiser la tournée autour de Ciné Rencontre. Tout à fait. Parce que tu voyais qu'en fait après tes spectacles, tu avais beaucoup de gens qui t'écrivaient, tu te disais OK, plutôt que de passer par un écran, autant discuter tous ensemble. Oui, le but c'est de poursuivre un peu artistiquement quelque chose qui me ressemble actuellement, c'est-à-dire que le spectacle Être humain, quand je l'ai joué pendant 2 ans, ça a été super, mais le fait est que j'ai dû arrêter prématurément ce spectacle pour des raisons justement de santé mentale. Je me suis écouté jusqu'au bout. En plus je faisais les blagues du spectacle, plus j'étais là-bas. Peut-être qu'il faut que je m'écoute et que j'arrête là. Donc là, j'ai modifié la fin pour poser mon micro au sol et dire ciao pour un long moment. C'est ce qu'on disait en intro sur la santé mentale. Les cordonniers sont souvent bien mal chaussés, mais on va en parler au cours de cette émission. Bienvenue Shirley. Merci. À tes côtés, Didier Varro, tu es un pilier du monde musical français. Oula. Tu as toi aussi œuvré pour la visibilité des personnes LGBT dès le début des années 80, ce qui t'a poussé... Fin des années 70 même, carrément. Voilà. Donc, je voulais te rajeunir encore. Merci. Ce qui t'a poussé à intégrer la radio Fréquence Gay dès sa naissance, dont tu finiras secrétaire général. Rapidement, tes articles sur les artistes de la scène française seront remarqués et tu contribueras à ouvrir les ondes radiophoniques à des styles musicaux moins conventionnels à l'époque, à l'instar de la musique électronique qui fleurit alors. Programmateur des plus grands festivals, directeur artistique chez Polydor puis Columbia dans les années 90, tu écriras nombre de biographies et réaliseras aussi une vingtaine de documentaires pour la télévision, ne dédaignant pourtant jamais la radio qui t'a vu grandir, France Inter. Directeur musical de cette antenne à partir de 2012, puis de l'ensemble de Radio France à partir de 2019. Tu repères de nombreux artistes à l'instar de Christine and the Queens. Alors, je m'étais lancée dans une liste, mais elle aurait été bien trop longue, donc on va se contenter de ce nom-là qui est déjà pas mal. Et tu lances surtout à partir de 2022 le festival Hyper Weekend, dont la 4e édition se tiendra le week-end prochain ici à la Maison de la Radio et de la Musique. Je voulais parler de ce moment, donc de ce festival où le rap va côtoyer la philharmonie et les conférences sur des sujets engagés vont côtoyer la poésie d'artistes débutants ou déjà confirmés. Mais je crois que tu le feras mieux. Donc est-ce qu'en 1 minute tu peux nous expliquer ce que c'est que l'Hyper Weekend et ce que va être cette édition, cette 4e édition? L'Hyper Weekend Festival, c'est une hyper expérience. On essaye d'imaginer que la musique est inscrite dans l'ordonnancement citoyen. Il y a ce qui fait partie de la vie quand on aime la musique, c'est-à-dire la part de divertissement, de lâcher prise, mais aussi de conscience que la musique est un paramètre essentiel aujourd'hui, je dirais presque fondateur, qui parvient encore à recoudre le tissu social qui est quand même très distendu. Pour moi, c'est extrêmement important que la musique, la culture d'une façon générale, mais la musique en particulier, qui est probablement avec le sport, le mode d'expression le plus fédérateur, puisse être aussi considéré comme un paramètre social et engagé, tout en gardant cette notion de plaisir et de sensation organique et sensuelle, puisque la musique c'est d'abord ça, mais quand le corps et la sensualité est en jeu, forcément derrière il y a la disposition dans l'espace social qui est en jeu. Donc c'est un peu ça qu'on essaye de faire dans le cadre de la Maison de la Radio et de la Musique. Donc préoccupation très importante sur l'émergence, sur la diversité, sur la rencontre des esthétiques et sur la visibilité des communautés qui sont pas toujours très bien accueillies, y compris dans une institution culturelle comme la Maison de la Radio et de la Musique. C'est un travail qu'on fait au long cours et c'est une grande fierté. Remettre l'humain au centre, donc grâce à la musique qui presque seule peut le faire. Merci Didier, malgré cet emploi du temps, j'imagine, avant l'Hyper Weekend chargé. Mais oui, mais c'est des trucs marrants. Bilal Hassani qui veut un pied de micro blanc qu'on n'avait pas prévu. Enfin, c'est des petits trucs de dernière instance, mais qui font partie aussi de l'adrénaline à jour J-9, quoi.
Merci d'être parmi nous et bienvenue Didier. Surtout que c'est en direct et j'adore le direct. Oui. Tu sais, moi j'ai cette espèce de souvenir de l'adrénaline du direct. Exactement. C'est ce que tu disais. Tu fais et l'improvisation. À nos côtés également Samuel Chabré, journaliste actuellement chez Pioche Magazine. Tu es aussi cofondateur d'un tiers-lieu paysan dans la Loire et chroniqueur des utopies émergentes d'une France rurale et paysanne, s'inscrivant bien au-delà du périphérique parisien. Samuel, on pourra toi aussi te retrouver à l'Hyper Weekend Festival le 25 janvier, où j'aurai d'ailleurs le plaisir de te donner la réplique à l'Agora à 17h, donc le samedi, un moment qui s'inscrira dans la tournée très symbolique du groupe Terre Noire, qui cherche à s'inscrire dans le territoire. Et on pourra aussi te retrouver bientôt dans un podcast, Le Monde Paysan, mon père et moi, où tu embarqueras ton père, paysan donc, sur les routes, à la rencontre de différents milieux ZAD, soulèvement de la terre, qui mêlent lutte paysanne et lutte écologique. Un vaste programme. Qu'est-ce qu'il y a au cœur de ce que tu as envie de transmettre, Samuel, à travers ton travail ? Waouh, c'était une question assez simple finalement. Enfin, je préfère la question de Didier. Merci. En fait, je crois que j'ai déjà toujours le petit... je viens d'un milieu, je trouve, qui est pas assez raconté, en tout cas à qui on donne pas assez la parole. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à donner la parole pareil sans parler à la place d'eux. Ça c'est un peu une partie, j'ai l'impression, de ce qui m'anime. Et de se dire aussi, et ça c'est peut-être ce qui se passe aussi avec l'Hyper Weekend, c'est se dire, et le coup Terre Noire c'est des potes d'enfance en plus, donc ça c'est marrant un peu, et on a été un peu bercé par les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on a été très imprégné par les milieux dans lesquels on est né. Moi, c'était le milieu paysan, c'était quand même le milieu ouvrier, enfin la fin du milieu ouvrier, en tout cas des grandes heures stéphanois. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a eu un peu ce mouvement-là mais je pense comme pas mal de gens, de partir à la capitale suivant les besoins que tu avais en termes de taf. Ça, peut-être qu'on y reviendra d'ailleurs. Bien sûr. Et du coup, ce qui était marrant par contre, c'est de se dire, bah tiens, comment on refait la couture. Et on voit quand même qu'on est dans un moment où il y a des enjeux, où il va falloir la refaire la couture, quoi. Et moi, je suis dans des milieux, dans un territoire effectivement qui subit de plein fouet, je pense, plein de crises. Et voilà, ça génère bizarrement un vote RN. Et donc, voilà, donc, ce qui est assez sympathique. Et donc se dire, bah tiens, comme un espèce de... Et j'aimais bien ce que tu disais, Didier, justement dans la musique et le fait que ça retisse des liens. Et donc voilà, c'est pour ça que Terre Noire, c'était quand même hyper intéressant et que je vais être trop content avec... Il y aura toi, il y aura Anna, il y aura... Et tout le monde fait l'Hyper Weekend en fait. Je suis perdu là, je viens faire l'Hyper Weekend. Tu es la bienvenue à l'Hyper Weekend. Allez, avec grand plaisir. Si en 2025 t'as pas fait l'Hyper Weekend, t'as loupé ta vie. J'ai cru comprendre en fait. Merci beaucoup Samuel d'être parmi nous également. Et enfin à cette table, Maïra, on en parlait tout à l'heure avant de prendre l'antenne. T'étais déjà là en mars 2024. Une super émission qui était sur la beauté. Donc, tu étais en compagnie de Merwan Ben Lazar, Pierre Demar et Irène Jacob. C'était une super émission. Allez l'écouter si vous le voulez. On vous le rappelle, les émissions sont en replay sur le site et l'application Radio France. En tout cas, Maïra, toi, en ce qui te concerne, tu es autrice, chanteuse, actrice, compositrice, réalisatrice. Beaucoup de beaucoup de talent. Depuis 2020, tu distilles sur des mélodies fédératrices, des paroles thérapeutiques qui t'ont valu plusieurs prix. Le Fer en 2023, le prix YouTube en 2024. Et après plusieurs projets dont Saudade Palace, un projet hommage à Césaria Évora produit seul au gré d'une réflexion artistique basée sur l'introspection, ou encore Passion Câlin en 2024, imaginé pour réunir tous tes amis, donc un EP de featuring où on pouvait retrouver Némir, Chila, Opinard, Zélie, Radcartier et bien d'autres. Tu reviens avec Après la pluie, un EP intimiste mais chaleureux, un projet sur le deuil qui se veut un anti-club des 27. Donc on est sur des titres à la production musicale épurée, organique, qui sortiront le 7 février, donc tout bientôt. Et pour un avant-goût, tu as choisi de nous chanter un titre de ton nouveau projet. Tout à fait. Ce titre, comment est-ce qu'il s'appelle ? Il s'appelle Des fleurs. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il raconte comment c'est des fois très très dur quand on est seul, comment on gère nos propres émotions internes dans la société. Comment t'es tout seul dans le métro et t'as envie de chialer et en fait tout le monde s'en fout. Et on s'est déjà tous retrouvés à un moment ou à un autre à chialer dans le métro. Enfin voilà. Comment gérer tes émotions et ton intimité et ces choses-là de la vie qu'on connaît tous, mais on dirait qu'il y a une espèce d'omerta générale, une espèce de tabou voilà, dans la société. Eh bien, on t'écoute tout de suite sur Move. Maïra, c'est Des fleurs. Pas d'after party, j'ai pris le VTC, les autres sont partis.
tu sais j'ai fait des parties d'échecs dans ma tête, je prends pas souvent parti pour moi-même. J'aime bien la couleur de tes yeux dans le fond des miens quand y a plus la douleur posée en travers du chemin. J'aime bien la couleur de ma peine au creux de ta bouche quand on en fait des fleurs, que sur nos bouquets on se couche. Je connais pas la douleur, mais elle me connaît, elle me connaît bien. Je connais pas la douleur, mais elle me connaît, elle me connaît bien. Je connais pas la douleur, mais elle me connaît, elle me connaît bien. Je connais pas la douleur, mais elle me connaît. Cœur incompatible avec la vitesse du temps imparti par le stress. Je porte tes souvenirs comme valise à l'aéroport, les mêmes forces qui nous portent. Un jour ou l'autre n'oublie à ceux qui sont partis. Par eux-mêmes ou de force, on se voit plus dans cette vie. On se retrouvera dans l'autre, il n'y a que le temps. Le temps et les amis, je lui laisse mes sentiments et j'en goûte les fruits. Je connais pas la douleur, mais elle me connaît, elle me connaît bien. Je connais pas la douleur, mais elle me connaît bien. Je connais pas. Je connais pas. C'était Mayra sur Move, des fleurs. Ce soir, je suis avec Shirley Soignon, Didier Varro, Samuel Chabré et Mayra pour parler du travail. J'aurais pu commencer évidemment de façon très générale par demander à mes invités quel était leur travail, quel était leur métier, mais je crois qu'on s'est quand même pas mal répondu sur ces questions dans l'introduction qui était passionnante et que je vous invite à réécouter en replay si vous l'avez loupé. Mais du coup, au vu de vos professions et de tout ce que vous avez pu déjà accomplir, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous arrivez à vous présenter sans mentionner votre travail ? Ah. Oui. Oui. Ah bah oui. On a gagné un truc du coup. Ouais. Si tu devais te présenter rapidement sans jamais mentionner ton travail. Bah, je suis un garçon, je crois. Il y a des moments où je m'interroge quand même. Voilà, amoureux de la vie, assez préoccupé par l'état du monde. C'est plutôt ça, moi, ce qui me définit. C'est plutôt ma place dans le monde et dans la société et dans la relation aux autres que ce que je fais. Ce que je fais, c'est une passion, mais j'ai une passion pour mon métier parce qu'il se trouve que ma passion, c'est la musique. Donc j'ai réussi ce truc que plein de gens n'arrivent pas à conjuguer, c'est-à-dire de conjuguer effectivement une passion avec un travail. Il y a plein de gens. Mais là, vous parlez de votre métier, on est d'accord. Ouais. C'est raté là le jeu. C'est raté si je peux me permettre. Il n'aura pas de café à la prochaine pause. Shirley, toi, ton spectacle, c'est quand même une tentative de se définir. Donc, si tu dois te définir sans parler de ce spectacle et sans parler de ton travail d'humoriste, comment est-ce que tu te définirais ? Par la culture des tomates, peut-être ? Mais tout, c'est ce que je voulais dire. J'adore. Enfin, la culture des tomates. En tout cas, j'essaye de faire pousser des tomates en campagne. J'adore la campagne. Ouais, j'aime beaucoup faire de la batterie, jouer de la musique avec les copains, jammer, tirer des cartes et qu'on me raconte n'importe quoi avec des copains toujours à la campagne. Là, je pense vraiment à mon environnement dans lequel je vis, aux gens qui m'accompagnent dans ma vie en ce moment, qui sont des gens avec qui, voilà, on parle d'autre chose que du travail, effectivement. Mayra, Samuel, si vous deviez vous définir sans parler de votre métier. C'est un quel enfer. Ouais, moi, je pense que j'échoue un peu quand même. Mais je suis un peu comme Didier, c'est-à-dire que, enfin,
alors du coup je parle pas de mon travail, j'espère pas, mais effectivement le côté politique, moi c'est quand même quelque chose qui me meut, puis on en a déjà parlé, Anna, pour le coup. Ouais, je pense que du coup on peut me brancher sur n'importe quel sujet politique et là en général ça part et donc parfois j'ai pas besoin on va dire de dire ce que je fais derrière quoi. Mais ouais, je trouve pas ça évident non plus. L'exercice de on est quand même dans une époque quand même pour le coup sans raconter une partie de ce qu'on fait, sans se définir par rapport à ça. Ça existe et ça arrive. Et heureusement, il y a des milieux qui, je trouve, sont plus sains que ça. Mais moi, dans mes milieux, c'est pas exactement le cas non plus. Très très vite, c'est qu'est-ce que tu fais quoi, t'es où, enfin voilà. Maïra, t'y arrives toi? Ouais, moi je dirais que je suis une jeune femme. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis bisexuelle. Je suis fille de ch'ti. Fille d'une famille grecque, je suis gréco-ch'ti, je suis une épicurienne, j'aime la bonne bouffe, j'adore traîner dehors, même quand on est en plein mois de décembre, j'adore passer ma vie dehors, Anna le sait. Qu'est-ce que j'aime? Ouais, je pense surtout que moi ce qui me définirait peut-être c'est juste comment dire, essayer de perpétuer ces bonnes vieilles valeurs un peu méditerranéennes, de savoir prendre le temps de prendre un bon apéro, kiffer un coucher de soleil. C'est super cliché quoi, en vrai, mais ouais, y a rien de tel quoi. Enfin, voilà. Je dirais juste savoir profiter des bonnes choses de la vie et essayer de trouver un peu de bonheur dans tout ce qu'on se dit là, dans ce qui peut être oppressant à grosse échelle. Il y a une notion qui est déjà sortie là dans les discussions, grâce à la personne qui a perdu le jeu, qui est Didier. La notion de métier-passion, parce qu'elle est très importante, je trouve. On passe l'essentiel de notre temps au travail, donc effectivement autant qu'il soit plaisant. Le problème donc qui vient, c'est évidemment le problème des limites. Est-ce que quand vous êtes en off, si on vous appelle relativement au travail, vous arrivez à ne pas répondre? Non. Personnellement, pas du tout. Il faut alors. C'est compliqué. C'est-à-dire quand moi je suis vraiment off, je suis vraiment off. Moi je suis un peu extrême. Je suis vierge, ascendant vierge astrologiquement. Non, moi aussi. Tout c'est clair. Incroyable. Voilà. C'est hyper rare en plus, c'est drôle. Il y a Mylène Farmer aussi. Hein. C'est vrai. Vierge. C'est bon signe. T'as vu, hein. C'est bon signe. Donc voilà, quand je ne fais rien, je ne réponds pas au téléphone, je suis pas sur les réseaux sociaux et je peux vraiment rien branler pendant 48, 72 heures ou même une semaine quoi. Mais dès que je suis connecté un petit peu à mon travail, là, oui, en plus, bon, effectivement, comme j'ai un peu des responsabilités ici dans cette noble maison, je me dois un peu d'être en état de veille, forcément. Les autres autour de la table, est-ce qu'il y a des moments où vous ne travaillez absolument pas? Parce que effectivement, avec les formes de métiers que vous pouvez avoir, qui sont des métiers en plus créatifs, où il y a toujours une idée, etc., il est parfois compliqué, j'imagine, de savoir où finit le travail, où il commence. Ne fût-ce que quand on écoute une discussion et qu'on se dit « Waouh, c'est inspirant. Ce serait chouette d'écrire quelque chose là-dessus. » Alors moi, j'avoue que j'ai réussi à faire pour la première fois en quasiment 10 ans, une vraie semaine sans travailler du tout. Ou vraiment, pareil quoi, j'ai pas ouvert le téléphone, rien fait. Oh, c'est génial en fait, quel plaisir. Mais pour le coup, j'ai quand même écrit. Enfin, moi, je dissocierais pour le coup l'exercice créatif, très, c'est la maternelle, c'est la cour de récré, c'est hors du temps. Là, j'ai profondément envie, c'est nécessaire, je le fais. Mais par contre, sinon, moi, je peux ne pas répondre, mais je commence par demander est-ce que c'est urgent ou est-ce que ça peut attendre demain en fait. Ouais, bien sûr. Parce que maintenant, j'apprends à couper à 22h. Sinon, de base, je coupe pas jusqu'à ce que tout le monde dorme. Je suis la dernière couchée. Quoi. Donc maintenant je demande est-ce que ça peut attendre demain matin ou pas, et si oui, je dis frérot là je suis posé, je te rappelle demain quoi. Et souvent les gens disent non, ça peut pas attendre demain, et tu te rends compte que ça pouvait attendre grave demain. Ça c'est très énervant. Je pose plus la question moi. Franchement en vrai moi ça va, mes gens ils me ménagent un petit peu quand même. Ok cool. En fait Maïra elle pose un truc essentiel sur la condition de l'artiste, c'est que l'artiste il est tout le temps au travail en fait. Quand il ne branle rien, il est au travail. C'est ce qu'on appelle la jachère. Moi j'appelle ça être en jachère. Oui. Voilà, donc quand t'es en jachère, a priori tu fais rien. C'est la zone d'étude en fait. Tu fais des apéros, tu vois tes copains, tes copines, tu fais l'amour, tu lis des livres, mais en même temps, c'est cette matière nourricière qui va te permettre après de faire des spectacles, des sketchs, un article. Voilà, c'est hyper important ce moment de jachère. Samuel, toi, tous tes moments entre guillemets militants, ou en tout cas tu vas passer du temps justement avec le monde paysan, avec qui en fait t'as des liens affectifs, à écouter les doléances, les problèmes en fait qu'il peut y avoir et tout. Est-ce que tu arrives à écouter et à converser sans te dire waouh, il faut que j'en fasse un article, il faut que j'alerte là-dessus, etc. T'imagines, ce serait vraiment horrible. Ouais, non, d'ailleurs, la conversation qu'on est en train d'avoir, j'espère vraiment pouvoir en faire un article. Non,
Moi, c'est vrai que c'est marrant, j'étais en train de réfléchir d'ailleurs je pense que ça dépend ce qu'on met derrière le mot travail, en fait, tu vois, et que là, en plus, je pense qu'ici, on est quand même un peu des privilégiés par rapport au travail. C'est pas, voilà, moi, je viens de milieu où, pour le coup, c'est un peu, on voit bien ce que c'est que le travail, pour le coup, en termes de contraintes. Mais, non, pour répondre à ta question, en fait, j'ai vachement du mal effectivement, je te rejoins pareil, Didier, sur ce que tu dis sur je fais pas de différence, mais j'ai appris ça, c'est-à-dire qu'avant je disais tiens, là je travaille pas, j'ai l'impression d'avoir jamais aussi peu travaillé parce que tu vois là par exemple quand je milite, j'ai pas l'impression que c'est du travail. Or au bout d'un moment si tu ne remets jamais de ces parties-là à l'intérieur t'as l'impression de jamais travailler et en même temps dans le réel à la fin t'es quand même un peu claqué quoi. Donc ouais, ça c'est quand même un peu ça. Mais c'est pareil, hein, ça je trouve que je me rends pas compte si c'était les différents. Je retourne vers Didier, mon Dieu. Non mais dans les autres générations, Didier était quand même un peu notre témoin là-dessus. Tu vois, est-ce qu'il y avait vraiment une séparation forte entre le pro, le perso, tu vois ce que je veux dire, ce truc-là de ok, tu travailles, c'est fini. Et donc du coup, il y avait une espèce de séparation très claire là où moi j'ai l'impression d'avoir, après moi j'ai un cas un peu particulier, mais j'ai l'impression d'avoir jamais eu que des frontières très très floues et donc du coup c'est vachement dur à positionner, tu vois. Ouais, mais je pense que ça s'est accéléré avec le temps, avec aussi les réseaux sociaux, les téléphones portables, les réseaux sociaux, tous ces trucs qui sont des armes à double tranchant, hein. C'est-à-dire ça peut être super, mais ça peut être aussi très chronophage et très meurtrier aussi, hein, pour le mental. Mais moi j'avoue que là, récemment, pour ma santé mentale, j'ai décidé de unfollow tout mon Instagram. Donc tous les gens qui m'aiment savent très bien que c'est pas du tout lié à eux, quoi. Mais j'ai décidé de couper ça pour effectivement me décorréler un petit peu et arrêter d'être prise dans ce truc-là, parce que je crois que, moi j'avoue, je mets un point d'honneur à vivre la vie des vrais humains et de redescendre en fait de temps en temps, et je crois qu'il faut être profondément présent quand on vit la vie aussi, et qu'on se dit ok, là typiquement voilà, je fais un apéro, je le fais vraiment pour vraiment pouvoir en prendre toute la saveur, toute la richesse, tout ce qu'on pourrait derrière en tirer pour soi, que ça va faire sa petite tambouille dans son coin. Mais puis pareil aussi, pas passer ton temps quand t'es avec des gens à converser à moitié avec les gens avec qui t'es pas pour derrière faire l'inverse. C'est horrible, le mal du siècle pour le coup. Vivre à Paris finalement quoi. Non mais c'est pour ça aussi, je pense que les contenus sur la nostalgie, au-delà du fait qu'on vit dans une époque particulièrement compliquée, ce qu'on voit beaucoup dans les, je sais pas si vous voyez ces vidéos souvent qu'on voit sur la nostalgie avec des sons un peu aquatiques et tout machin, où tu revois t'as pas non, j'ai pas du tout. De quoi tu parles? Moi je veux les baleines. Non mais c'est tous les courants nostalgia-core, etc. sur les réseaux sociaux où on voit des images d'herbes du jardin avec de la lumière et de toboggans et de craie, etc. qui sont censés en fait te renvoyer dans l'enfance. Mais ça renvoie aussi à un éventail de sensations auxquelles on ne fait plus forcément gaffe, puisque on peut avoir la sollicitation immédiate du téléphone et donc on va pas forcément bref, sans partir dans un discours de boomer. De toute façon, nous allons reprendre cette conversation sur le travail. Tunnel, le bruit et l'humeur. Et bienvenue dans Tunnel. Si vous nous rejoignez ce soir, je suis avec Mayra, Samuel Chabré, Didier Varro et Shirley Soignon pour discuter ensemble du travail. C'est une petite mise en abîme pour moi ce soir puisque enfin, je fais mon travail en parlant du travail. Mais on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de mes 4 invités. Et j'aimerais vous poser une question. Avant qu'on parte à des métiers plus divers, je reste un petit peu sur les métiers un peu spécifiques que les personnes autour de la table peuvent exercer. C'est des métiers où évidemment il y a une frontière pro-perso qui est très complexe, mais quand on donne autant de soi-même, c'est-à-dire de son individu, de son individualité, comment est-ce qu'on fait pour exercer quand ça ne va pas? Je me tourne vers toi, Shirley. Merci. Parce que rappelez ma thérapeute. Moi, tu as pas prête pour la question. Tu as parlé pendant l'intro de ce que tu as vécu, qui est ce qu'on appelle un recouvrement de mémoire. Peut-être que tu veux expliquer ce que c'est. Bien sûr. Et comment est-ce qu'on fait, du coup, imaginons, à un moment où on est censé être partout sur scène pour faire rire les gens, et qu'en fait, on parle de nous, et que d'un coup, dans notre vie perso, on a un truc assez terrible qui nous tombe dessus. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. En plus, c'est que le recouvrement, je l'ai fait, et je me suis dit, comme beaucoup d'humoristes, dès qu'on nous arrive un truc fort, qu'on arrive à comprendre, on a envie de l'écrire et de le partager. Et c'était un petit peu trop tôt, en fait. Qu'est-ce que c'est du coup un recouvrement de mémoire? Donc un recouvrement de mémoire, c'est le fait de se rappeler d'un événement traumatique qui nous est arrivé à n'importe quel âge. En fait, ça peut arriver. On peut avoir oublié quelque chose 6 mois auparavant et revenir comme ça d'un coup. Moi, c'était quand j'avais 7 ans. Et sortir d'un déni, en fait. Sortir d'un déni, plus qu'un déni, c'est vraiment se rappeler de quelque chose qui nous avait été caché presque par notre inconscient pour nous protéger à ce moment-là.
peur de quelque chose de trop fort à vivre sur l'instant présent et qui a priori doit sortir à un moment donné pour aussi pouvoir se soigner, se soulager de ça, parce que en vérité j'ai compris bien plus tard avec ce recouvrement que je vivais sur une jambe, je marchais sur une jambe depuis très très longtemps et que là j'apprends à marcher avec ces deux jambes enfin, prendre conscience que voilà, j'ai cet équilibre là possible avec l'histoire qui est bien plus complète maintenant sur t'as l'impression que c'est une deuxième vie en fait. Ah mais ouais, je suis vraiment bravo. Bah écoute, merci merci à cet inconscient qui a toqué, qui a dit maintenant on peut y aller. C'est-à-dire que j'étais prête, je pense, à comprendre cette histoire. Et le recouvrement de mémoire, du coup, il est venu par quel biais? Bah en fait, c'est très bizarre. Il est venu un beau jour. C'était en 2018, et il est venu parce que c'était le moment. Je pense qu'il arrive. Il y a eu plein d'histoires que j'entendais autour de moi aussi. Beaucoup de personnes qui Flavie Flamand en fait a fait un témoignage. Et ce jour-là, je me suis vu écouter la télé et tourner la tête comme un chien. Tu sais, un peu, je me sens. Et puis comme je suis humoriste, je m'observe assez rapidement et je me suis dit c'est marrant, t'as une réaction particulière là. Et effectivement, c'est arrivé pour moi 2 ans après, parce que j'avais un souvenir qui était comme bloqué, une photo un peu figée d'un événement pas ouf, mais que mon cerveau ne voulait absolument pas traiter quoi. Ouais. Absolument pas. Et d'un coup, cette photo est devenue un film en fait. Et ce film-là, j'ai voulu en parler sur scène. Et donc en même temps que je faisais ce recouvrement, parce que quand tu fais un recouvrement, c'est un peu des flashs qui t'arrivent à n'importe quel moment. Une fois que la porte est ouverte, ensuite, ça peut revenir n'importe quand. Surtout quand t'es calme. Quand tu fais la vaisselle, t'es au calme, et puis d'un coup, t'as un nouveau souvenir qui revient. Et donc il y a clairement tes genoux qui tombent, tu vois, enfin tu tombes physiquement, tu tiens pas debout, et en même temps t'as envie d'en parler sur scène. Donc ça donnait des choses assez étranges. Ma mémoire flanchait tout le temps à ce moment-là quand je chantais que c'était le moment d'en parler sur scène. Je devenais incohérente. C'était très puissant psychiquement. Donc. C'était hyper puissant. Un jour même, je monte sur scène et c'est clairement pas le début du spectacle normalement, et ça devient le début du spectacle. Je dis bonsoir, j'ai été élevé, et je m'attendais pas du tout à le dire. Et donc c'est voilà, ça a été ça, beaucoup de lutte interne. Je me suis dit voilà, je pense qu'il faut que t'arrêtes parce que là t'es en train de te faire du mal à essayer de le raconter alors que tu le digères encore. Et j'ai fait quelque chose d'assez fort qui s'appelle le MDR, qui a été créé justement pour les personnes qui rentraient de la guerre à la base, qui avaient des flashs, des recouvrements de mémoire également, et ça fonctionne du feu de Dieu. Donc vraiment j'invite toutes les personnes qui ont ça à aller voir un docteur en EMDR. Ça a été réimporté en France, enfin ça a été importé d'Amérique en France en 2015 pour aider les victimes des attentats au Bataclan. Et la façon que ça a de procéder en fait pour les personnes qui ne connaîtraient pas cette méthode de lutte contre les traumatismes, en fait ce qui se passe c'est que comme le cerveau échoue à traiter le traumatisme, il va laisser en fait des images demeurer d'un coup dans le cortex préfrontal, ce qui fait en fait ces fameux flashs qu'on voit dans les films. Et le but de l'EMDR va être d'aller en fait classer ces souvenirs et leur permettre d'aller dans la mémoire à moyen terme ou à long terme pour pouvoir les... Comment est-ce que toi t'as réagi pour sauver ta peau finalement et ta santé mentale ces dernières années ? Qu'est-ce que tu as mis en place ? Eh ben, je me suis écoutée déjà sur un truc assez simple. Au-delà de cette histoire traumatique qui m'est arrivée, c'est aussi découvrir que l'environnement dans lequel je vivais, Paris, était pas le bon pour moi. Donc en fait, très vite, je suis partie. J'ai cherché, mais alors pendant très longtemps, on m'a dit, parce qu'il y a aussi les autres qui vous disent, mais attends, comment tu vas faire pour bosser en dehors de Paris, etc. Donc tu dois déjà lutter avec ça. Et puis quand je me suis vraiment écoutée, j'ai trouvé une maison en Bourgogne qui m'a vraiment fait un bien fou. Ça fait 2 ans que je l'ai, et le fait d'être au calme, d'entendre le silence le matin, les oiseaux, etc. C'est des choses hyper importantes pour moi, l'environnement dans lequel je vis déjà, pour aller bien. Ça a été aussi de m'écouter vis-à-vis du travail, effectivement, et du fait que quand t'es à 17 ans de carrière de stand-up, normalement c'est le moment, c'est le pic, c'est le moment où t'es censé cartonner. Donc tout le monde te dit, ça y est, ça va monter là, ça y est, c'est bon, ce spectacle, en plus être humain, il est incroyable. Et je me suis dit, non, en fait, là, vraiment, faut que j'aille dormir, quoi. Et puis la thérapie. 2 ans de thérapie. Alors normalement, le MDR, c'est à peu près 4 séances. Puis selon ton histoire, ça peut être 2 ans, quoi. Donc moi, ça a été assez long, mais ça a été bon. Et salvateur. Très salvateur. Donc un message important à passer. On va écouter un audio sur la question du travail. Faut-il aimer son travail ? Le malheur est associé au travail, c'est parce que le bonheur est également associé au travail. Le travail est une servitude volontaire parce que nous ne sommes pas des esclaves, parce que nous ne sommes pas des serfs. Nous allons volontairement au travail. Tous les jours. Il faut le reconnaître, il faut l'accepter. Il y a toute une présentation de la société, du travail comme un privilège. Donc forcément, quand vous en avez un, vous allez au boulot, vous dites « Ah, j'ai de la chance ». Donc ça a tout un côté un petit peu absurde, parce qu'il faut forcément vendre la chose pour la rendre attrayante. L'origine du mot travail, le tripalium, c'est justement un instrument de torture. Donc on voit bien que dès le début, cette notion de travail est une notion terriblement mêlée de souffrance, terriblement mêlée de quelque chose de dur, hein.
Et à nouveau, c'était une archive INA de Radio France, en l'occurrence de France Culture, Bac Philo, deuxième émission, les nouveaux chemins de la connaissance, dissertation, faut-il aimer son travail? Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre? Du témoignage de Shirley ou juste après, je crois, de Tripalium. Tu peux réagir sur absolument ce dont tu as envie de, enfin, ce sur quoi tu as envie de réagir. Moi, je pense qu'on est toujours rattrapé par le travail. A beau être une passion, parfois on vit tous. Alors moi, j'ai pas vécu ce recouvrement de mémoire, mais j'ai vécu dans le déni à une époque où j'ai traversé une grasse crise intime et personnelle, et j'ai fait comme si ça n'existait pas. J'ai fait, alors pour le coup, j'ai fait, je revendique, ça va pas, etc. Je pense que j'assure, et surtout, j'avais l'impression que j'étais assez armé pour ne pas être accompagné dans cette traversée de la tragédie, en fait, que j'étais en train de vivre. Et un jour, je me suis retrouvé à aller me faire couper les cheveux. Et le coiffeur que je connaissais bien, il commence par la nuque, puis je l'entends me dire « Oh là, Didier, il y a un truc bizarre là ». Et puis en fait, il a vu que j'avais un trou dans mon implantation capillaire, qui pourtant est extrêmement fournie, comme vous pouvez le voir. Et en fait, en 2 mois, j'ai perdu tous mes cheveux. Oh là là. J'ai fait ce qu'on appelle une alopécie. Certains diront j'ai fait une Édouard Philippe. Choisissez votre camp. Et en fait, j'ai perdu tous mes cheveux. Et en fait, là, à ce moment-là, tout s'est effondré. Et en fait, j'ai vu que j'étais dans un déni total, et que le chevalier conquérant que je pensais être était juste une petite chose fragile qui était en train de se démolir. Et donc là, vous n'avez pas d'autre moyen que d'arrêter de travailler. Première décision, c'est arrêter de travailler, aller vous ressourcer. Et j'ai fait une psychothérapie qui a duré 7 ans et qui a fait que mes cheveux ont repoussé, par exemple, alors que on m'a dit à ce moment-là, oh là, votre alopécie, elle est tellement fulminante que vous ne retrouverez pas vos cheveux. Il faut, alors bon, tu vis chauve, les gens te regardent, ils pensent que tu es malade, que tu as le cancer ou le sida ou une pathologie grave, donc les gens s'éloignent petit à petit. Enfin, il y a tout ça qu'il faut dealer avec le social. Donc au bout d'un moment, effectivement, il faut d'abord se retrouver avec soi-même, se réconcilier avec soi-même, se dire que on est une petite chose gentille et qu'on a besoin d'amour, et que la première personne qui peut vous donner de l'amour, c'est vous-même. Donc essayez de se réconcilier. Puis après, il y a tout un chemin qui a été très long, mais voilà, je sais pas. Et comment est-ce que tu es revenu justement au travail? T'as mis combien de temps avant de pouvoir réexercer 3 ans et demi, 4 ans. En faisant tout ce chemin et en disant ça va? Non, ça va pas. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que aussi tu as réussi à pendant ce temps, j'imagine, quand même faire des choses, occuper ta vie autrement, mais sans avoir besoin du travail dans celle-ci aussi. En fait, j'ai bénéficié de ce qu'on appelle le chômage, qui m'a bien aidé, mais après, oui, j'ai continué à faire, mais pas grand-chose, hein, vraiment pas grand-chose. Quand vous êtes vraiment démoli, il n'y a plus d'énergie. Il n'y a plus d'énergie, on n'a plus envie de rien. Donc c'est très compliqué, et c'est y compris, c'est très compliqué pour les proches qui au bout d'un moment ne savent plus comment faire. Ils sont pas armés aussi par rapport à la détresse, par rapport à la. C'est pour ça que moi je suis très sensible à toutes ces questions autour de la santé mentale, parce qu'on voit en fait que le confinement, enfin la pandémie a des effets collatéraux qu'on ne soupçonnait pas, notamment sur les artistes, et que aujourd'hui on est en train de vivre en fait les dommages de cette pandémie. C'est pas en sortant de confinement qu'on les a vécus, c'est aujourd'hui. C'est maintenant, bien sûr. Maïra, toi, tu parles beaucoup d'ailleurs de santé mentale à travers ton œuvre. C'est vrai que. Après, bon, je sais pas trop par où commencer, parce que je voudrais pas trop mettre un tunnel dans le mauvais sens. Mais il y a la lumière au bout du tunnel. Donc. Non, c'est vrai que moi, la dernière fois que j'ai vraiment arrêté de travailler, justement, c'est au moment du décès de ma maman. On a perdu ma mère en novembre 2022, et j'ai la chance d'avoir un manager qui est avant tout un excellent humain, et qui m'a dit tout de suite, on arrête tout. J'ai tout coupé, c'est déjà fait. Bon, il était à l'hôpital pour appeler les gens pour moi, mais ils se sont montrés très présents. Mon entourage a été très présent. Donc ça m'a bien tenu un petit peu le choc quand même, quoi, de pas être trop seule dans ces moments-là. Et j'ai eu la chance,
parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance-là. J'ai eu la chance de couper pendant 2 mois. Donc de novembre à janvier, je n'ai vraiment rien fait, parce que de toute façon, t'es à mort. Enfin, on gère tous le deuil différemment, mais pour nous, en tout cas, ça a été très rapide et très, enfin voilà, en 2 semaines, quoi. C'était très violent. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avoue que je n'y pensais même plus. Enfin, en fait, on a toujours cette espèce de fond où on se dit... Enfin, je me vois, par exemple, le tout premier jour à l'hôpital et j'écrivais un petit peu pour... Enfin, il y a une espèce de truc que t'as besoin de... Il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Donc, j'écrivais le premier jour et j'ai commencé à comprendre qu'en fait, non, meuf, pose ton téléphone parce que là, elle va pas ressortir, en fait. Donc, j'ai commencé à prendre la pleine mesure de la situation et là, vraiment, j'ai dit non, mais stop, en fait, on arrête tout. Et en fait, assez étrange, j'ai eu Chaton, je sais pas si vous voyez, qui fait du reggae, quelqu'un de génial, Chaton, qui avait vu passer à l'époque un de mes titres, et donc je lui dis, écoute, je suis désolée, j'ai tout coupé parce qu'on a un deuil dans la famille, c'est très compliqué, machin bon. Il me dit, oh putain, ok et tout, bon bah force et tout, et il me dit, écoute, j'ai pas encore parlé à mon tourneur, mais est-ce que tu voudrais bien faire ma première partie à La Cigale en janvier 2023? Donc moi je lui dis, bah ouais, grave. Et en fait, 2 mois après, j'avais arrêté de bosser. Enfin, c'était la plus grande période de ma vie que j'avais connue sans boulot, où en fait, t'es dans un, enfin voilà, j'ai jamais été dans cet état-là. Et en fait, 2 mois après, j'étais devant 1300 personnes à manger cet amour aussi. Et en fait, c'est rigolo parce que l'année qui a suivi, c'était ma première vraie année de tour. Et moi, je suis fille d'intermittente. Ma mère était régisseur plateau. Ma mère, elle a toujours eu le goût de l'effort. Elle a passé sa vie entière dans des camions à pas dormir, dans des hôtels de merde et tout. Donc moi, je suis quelqu'un où je me dis, j'ai la chance et le privilège de pouvoir être qui je suis et faire ce que je fais. Donc vraiment, c'est très rare qu'on m'entende me plaindre. Et là, il y a des jours où j'avais pas envie d'aller en concert, en fait, où tu ne peux pas, enfin, tu peux pas te regarder. T'as même pas envie de te regarder, de t'habiller. Tu n'as aucune notion de toi-même. Et en fait, d'être obligé de travailler, d'être obligé d'aller en concert, en fait, ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé du... Et c'est très intéressant que tu parles de privilèges, d'ailleurs, parce que moi, la première aussi, à travers mes activités militantes, il y avait des moments où j'ai tout donné, à bosser des 18 heures par jour. Puis, je faisais des burn-out assez régulièrement, je dois dire, où vraiment tu ne vois plus aucune saveur à la vie, puisque t'es complètement gris de l'intérieur. Je sais pas trop comment l'expliquer autrement. Voilà. Mais dans tous les cas, j'ai eu à des moments, même si ça m'a précarisé, je me suis pas retrouvée à la rue, le privilège de pouvoir couper. Et c'est un privilège qu'on a peut-être tous pu avoir ici, que certaines personnes n'ont pas, par exemple, des gens qui doivent qui ont une famille à charge et qui doivent continuer à aller s'éreinter la santé, etc. Et il y a cette notion du temps qui est intéressant au-delà de l'argent. Être riche, c'est pouvoir gagner du temps constamment avec les coupes-fils, avec les horaires flexibles, avec les achats de services, etc. La retraite aussi, qui pourrait être un luxe réservé à certaines catégories de travailleurs. Et on le voit également au niveau de l'Assemblée nationale, parfois, les leçons faites par des riches qui n'ont jamais fait de job difficile et des députés qui expliquent aux Français que les Français qui veulent la retraite sont feignants. Toi, Samuel, la question de la retraite et des jobs difficiles, c'est quelque chose sur lequel tu as essayé d'alerter un petit peu récemment. Est-ce que tu veux en parler avec un exemple très personnel? Ouais, carrément. Ouais, je l'ai bien arrivé l'exemple. C'était bien amené quand même. Hein. Ouais. Non, déjà très touché quand même déjà de tous vos témoignages. Enfin, je trouve ça, c'est pareil. Je trouve ça assez beau quand même qu'on puisse avoir des moments. Ça, je suis pas sûr que ça aurait existé il y a 20 ans. Enfin, tu vois, la fameuse valeur travail, machin, etc. Elle a quand même été, ça a quand même été un sacré tunnel. En fait, moi, c'est mon père. C'est marrant. En plus, le monde paysan, c'est très particulier. Je pense que c'est il y a une revendication presque de l'endroit. Moi, parfois, je disais que je venais d'une culture doloriste, quoi. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que là, vraiment, ce truc-là, du labeur, en fait, il y a pas de travail si on n'en chie pas quand même un peu, et tout, etc. Donc, moi, par exemple, pour nouer des liens plus jeunes avec mon père, j'étais obligé de travailler avec lui. Et donc, je fais cette petite intro, mais pour arriver à l'endroit où, en fait, il y a le Covid. Et je vois qu'en fait mon père va pas très très bien. Tout le projet d'ailleurs qu'on a monté autour de la ferme, c'est en grande partie dû à ça. C'est en plus avec vraiment cette espèce de choix. Pareil, j'ai bien aimé qu'on me dise comment est-ce qu'on se retrouve autour, comment est-ce qu'on accompagne, etc. Ça, je trouve que ce sera un truc assez intéressant à échanger. Et on se retrouve en fait autour. Je me dis là en fait, est-ce que tu repars dans des tafs entre Berlin, Paris, etc. ou est-ce que tu vas l'aider? Donc c'est là où on a monté tout le projet. Et il se trouve que franchement peut-être je sais pas, quelques mois après, on monte ce projet de tiers-lieu, machin, autour de l'écologie, de se dire, tiens, comment est-ce qu'on met l'écologie, le monde paysan. Et
il avait déjà un genou qui était mais tellement ravagé, donc il attendait. Enfin, pareil, c'est hyper compliqué en fait de se faire remplacer. Enfin, voilà, ça fait partie des endroits tout d'un coup là le réel de ce que ça implique, ce que ça veut dire, comment ça va t'impacter. En fait, tu peux pas. Enfin, là, tu vas faire tu vas te faire opérer, tu vas pas pouvoir gérer ta ferme pendant 8 mois, et tout, etc. Et en plus, au moment où il cale l'opération, en fait, il se nique l'épaule. Voilà. Donc en fait, du coup, bref, il a été arrêté pendant 2 ans. Et en plus de ça, pareil, je pense que pour quelqu'un qui a un rapport au travail fondé sur son physique, tout d'un coup, en fait, plus pouvoir l'utiliser et puis se rendre compte que ce sera plus possible et qu'il ne reviendra pas, bien sûr que du coup, il est déprimé. Voilà, donc là, la question de l'entourage, j'avoue qu'elle est clé et qu'on est tous très inégaux par rapport à ça. Nous, voilà, on est très politisés, on a monté un collectif, etc. Donc ça allait. Et effectivement, l'endroit où on arrive, c'est l'endroit après aussi quand même parce que il y a comment on peut gérer ça à l'échelle individuelle, mais quand même heureusement qu'on est dans une société, et en France encore pour le moment, en tout cas, il y a des services publics, il y a des choses qui nous permettent de pas se retrouver seuls face à ça. Et en fait, l'histoire de papa, par contre, c'est qu'il sort, donc là c'était en mars, il sort de son arrêt maladie de 2 ans, et donc en fait il a... Alors, il faut savoir que, pareil, tu me dis que je suis trop long, mais j'essaie de faire un peu court, mais du coup... il y a le monde paysan, il fonctionne d'une façon un peu particulière, c'est-à-dire qu'il fonctionne il y a sa propre assurance, assurance sociale, donc qui s'appelle la MSA. Donc là, il passe il va voir un médecin qui lui dit, en fait, vous êtes en incapacité totale. Voilà, donc en fait, vous pourrez plus rebosser, tout, etc. Donc en plus, pareil, la question d'être invalide quand on est paysan, c'est dur. Ouais, c'est violent, quoi. Et donc de nouveau petit effondrement, machin, etc. Et après, donc il avait, alors ça, je sais pas comment il s'est débrouillé parce qu'il n'était pas toujours aussi bon, mais là, il a quand même pris une assurance privée. Donc l'assurance Prédicat du Crédit Agricole en 2012. Ouais, quand même, en se disant, ouais, un jour peut-être, ça va peut-être être un peu compliqué quand même physiquement et tout, etc. Et en fait, on arrive là en septembre, et là effectivement, je pense peut-être à ça que tu vas faire référence, Anna. En fait, il reçoit le courrier de l'assurance, et il pensait avoir 1000 balles par mois, sachant que c'est pareil, l'assurance de la MSA, c'était 680, mais moins 450 de cotisation. En fait, c'est la petite douille. Moi, voilà, du coup, t'as 200. Enfin, voilà, c'est la richesse, quoi, pour le monde paysan. Et donc là, il misait vraiment là-dessus. Et du coup, c'est pareil. Il lui reste encore 2 ans pour aller jusqu'à la retraite. Bon, c'est pareil. Moi, la réforme de retraite, du coup, ça me fait un peu hurler quand j'entends les députés. Et là, en fait, il reçoit le courrier, et en fait, il a 380 €. Et donc, voilà. Donc ça, c'est vrai qu'effectivement, du coup, j'avais écrit un petit texte là-dessus. Et de c'est très beau, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Ouais. Et en disant, en fait, c'est hyper impressionnant parce que j'ai compris aussi pour la première fois pourquoi il y avait des suicides toutes les semaines de paysans. Ouais. Donc vraiment, tu sais, t'as vraiment ce truc-là alors que pourtant, et je veux dire, nous, on est politisés. Mon père, il est quand même hyper entouré. Ils sont propriétaires de la maison. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs quand même comparativement à plein d'autres agris en ce moment. Enfin, c'est pas pour rien qu'il y a des révoltes en ce moment quand même. Et comparativement à plein d'autres agris, et là, je l'ai vu switcher, quoi. Je l'ai vu hurler quand même dans la maison, juste en lisant un truc. Je me suis dit merde, il y a un mort. Bon, maintenant c'était son truc. Mais et tu vois, sa première phrase, c'est dire ils veulent me tuer. Voilà. Et donc du coup, ouais, j'avoue, c'est un peu deep. Et après, à partir de là, ouais, c'est ça. Factuel. Et c'est vrai que après, voilà, moi c'est l'endroit où je suis, c'est de dire je vois absolument pas pourquoi on serait dans une société qui valide ça. Enfin, je veux dire, voilà, donc c'est vrai qu'on est parti en lutte. On a dit déjà alors on rentrera pas dans le détail, puis en plus on va partir en procès sûrement, donc avec un avocat qui s'appelle Ariel Halimi. Donc voilà, et on a lancé un espèce de recours qui s'appelle recours paysan, en disant ça arrive sûrement à d'autres. Venez, en fait, on se regroupe et on fait valoir nos droits. Et il y a rien d'écrit. Et c'est ça que j'aimerais redire quand même. C'est que les lois et le droit, on peut les faire évoluer, et c'est nous, quoi. Enfin, voilà. Et donc du coup, c'est de se dire en fait, cet état de fait qui est qu'aujourd'hui on est dans un moment où on fait crever une partie de celles et ceux qui nous nourrissent, parce que c'est quand même vraiment ça à chaque fois. C'est lunaire. C'est lunaire. On est quand même dans un moment, il faut quand même se dire que les métiers qui permettent à la société de tenir sont les métiers les moins bien payés. Voilà. Et ça se voit, je trouve, quand on se rapproche de la retraite, c'est-à-dire le moment où le corps est flingué, quoi. Et en fait, tout d'un coup, toutes celles et ceux, c'est pour ça que ça a aussi bien marché aussi sur Internet, c'est que toutes celles et ceux qui ont un métier physique, en fait, ils sont en fait, ils peuvent plus, quoi. Mais on va y revenir justement sur toutes ces professions. Non, mais c'est très bien, c'est le principe de l'émission. Mais on va y revenir parce que ça le mérite justement sur toutes ces professions essentielles qui sont pas hyper reconnues, comme cette classe ouvrière qui est la seule dont le nom fasse mention du travail et qui est la plus pauvre, et tous ces métiers essentiels très mal rémunérés.
Tous les jeudis. 19h, 21h. 19h, 21h. Tunnel, le bruit et l'humeur. Work, qu'on vient d'écouter, qui, je le rappelle, signifie travail en anglais. Et ça tombe bien puisque c'est le thème de notre tunnel de ce soir. Et pour ce tunnel, je suis avec la comédienne et humoriste Shirley Soignon, le journaliste et cofondateur d'un tiers-lieu paysan Samuel Chabré, Mayra qui est, allez, on va simplifier, autrice-compositrice, et Didier Varro, c'est très compliqué de simplifier, mais programmateur, directeur musical en fait, de la maison de la radio et de la musique, et programmateur de l'Hyper Weekend Festival qui se tiendra le week-end prochain dans 10 jours et où nous serons tous en fait, sauf une personne. Ça fait plaisir. Viens. Charlie est en train de négocier une place. Et on a écouté ce titre à l'ancienne de Iggy Azalea, Work, qui parle de giving blowjobs for Louboutins. Je ne vais pas traduire ça pour des raisons assez évidentes. Mais ça pose une question. Est-ce qu'il existe des sous-métiers? Est-ce qu'il existe des sous-métiers? Moi j'avais dit, il n'y a pas d'élu, il n'y a que du boulot, même si c'est montrer le string. Voilà. Ça, c'est pas mal. Hein. Tu peux drop le mic, dommage qu'il soit accroché. J'ai une vraie question qui me taraude depuis tout à l'heure, c'est est-ce qu'on fait bien une distinction entre le travail et un métier? Oh, mais parce que moi, pendant 2 ans, j'ai arrêté mon métier, mais j'ai pas arrêté de travailler du tout. J'ai retapé ma maison, j'ai retourné ma terre, j'ai travaillé, et c'était avec grand plaisir d'ailleurs, parce que je pense que la vie, c'est pas que un long fleuve tranquille, loin de là, et que en vérité, si des choses sont désagréables parfois, c'est aussi comme ça qu'on vit, c'est avec des choses agréables et désagréables. Des fois, c'est dur. Je porte tu vois, les poutres, machin. J'ai cassé des murs, j'ai fait des trucs physiquement épuisants, mais enrichissants. Justement, quand tu retapes ta maison, quand tu cultives le jardin, faut de l'argent, ça pose une question. Est-ce que le travail est toujours synonyme de contribution à la société tout entière? Et peut-on contribuer à la société sans que ce soit du travail tel que socialement considéré, avec un contrat, un patron, un bazar? Je pense que c'est en général comme ça qu'on contribue le mieux d'ailleurs. C'est en étant bénévole, dans des assos, en donnant, en étant juste là pour les humains. Moi je pense dans mon petit bar là, dans ma petite Bourgogne, j'ai une personne âgée qui est souvent là et tout le monde me dit à chaque fois « Oh, elle lui parle pas, elle est chiante, elle et tout ». Et en fait c'est mon vrai plaisir de passer un temps avec elle parce que je me mets aussi à sa place, je me dis je vais être cette personne à un moment donné, j'ai pas envie que les gens disent « Parle avec elle, elle est relou ». Et donc c'est ces moments-là qui nous rendent humains et qui nous rendent intégrés à la société évidemment. Je pense que c'est quand il n'y a pas d'argent, c'est là où on voit les vrais gens. Ouais. J'avoue que moi je crois grave dans ce principe aussi où on vit dans l'action, on est des humains aussi parce qu'on est dans l'action et qu'on est le reflet, on est le reflet du monde auquel on croit. Et je crois que il y a travailler le labeur qui peut être super dur et qui est un travail qu'on ne choisit pas, et ça c'est une injustice moi que je trouve terrible de savoir que la plupart des gens n'aiment pas leur travail. Bon, c'est dur, mais c'est vrai qu'en tout cas je me dis aussi quand tu crées un projet, ou des gens par exemple comme nous, on peut choisir notre métier et le faire à fond et tout. Quand tu crées un projet, c'est toi-même que tu réalises quelque part à travers le projet. On s'accomplit à travers le fait d'œuvrer à, je dirais, quelque chose. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Et je pense que d'ailleurs, c'est le meilleur moyen aussi de faire des beaux projets, de s'y sentir vraiment attaché, de mettre une partie de soi. Et c'est vrai qu'il y a forcément des moments qui sont un peu dans la douleur. Mais quand tu sais pourquoi tu le fais, je pense que tu te tiens bon. C'est aussi ça qui te fait tenir bon, je crois. C'est pour ça que comme PLK, il disait en interview, le travail, ça rend heureux. Et moi, là-dessus, j'étais d'accord. À ce niveau-là, de dire quand tu peux être fier de toi parce que t'as bossé 3 ans sur un truc et que ça a un impact aussi dans le monde et pour les autres, t'as gagné Et puis c'est tout et son contraire. Si quelque chose te rend heureux, il te rend aussi malheureux. Par conséquent, tu peux pas avoir juste et est-ce qu'on peut parler de travail quand on est bénévole ou qu'on est dans l'engagement associatif? Oui, grave. Bien sûr. Tu passes du temps de l'énergie. Mais je trouve que la différenciation entre travail et métier, elle est extrêmement importante. Elle est même assez fondatrice, même s'il y a des métiers qui sont aussi une forme de philosophie de rapport au monde. Aussi, le métier de paysan est un beau métier. Alors est-ce qu'il y a des beaux et des sales boulots? C'était ça un peu ta question au départ. Est-ce qu'il y a des métiers d'ailleurs qui sont moralement contestables? Et qui décide de cette morale? C'est tout à fait subjectif. Ça, c'est compliqué. Ma première idée, c'est bourreau. Dans les pays où il y a encore. Moi, je pensais à pétrolier, tu vois, c'est rigolo parce qu'à chaque fois que je parle à quelqu'un qui bosse dans le pétrole, il est mal à l'aise. Plus que moi. Pétrole. Tu crois souvent des gens qui. Oui, je suis en train de me rendre compte de ce que je viens de dire, mais c'est le cas.
C'est vrai, j'ai quelques connaissances. Ouais, je me suis dit, waouh. Mais ça n'arrive pas. Je connais des gens dingues. Écoute, quand c'est sur un yacht. Non, mais même il y a une bouqueuse avec qui je parlais il y a pas longtemps qui avant bossait dans le pétrole. Ça arrive à beaucoup de gens de bosser dans le pétrole. Et il en faut quand même pour qu'on mette de l'essence tout ça. Tu crois aussi qu'il y a la morale selon l'instant T, c'est-à-dire que par exemple esclavagiste à l'époque, il y a esclavagiste maintenant. Waouh. Maintenant on l'est un peu tous. C'est ça le truc, c'est qu'on a tous un iPhone, donc. Allez, je crois que ça dépend aussi de la morale, dans quel pays tu vis et tout. Quoi. Et justement, quel est le rôle de l'éthique dans les choix de carrière ? Est-ce que si ta famille, je caricature énormément là, si ta famille crève la dalle si tu ne fais pas ce choix-là, est-ce qu'il faut refuser de travailler pour une entreprise polluante et injuste ? Allez, grosse question. C'est une très grosse question. Franchement. Je pense que dans l'urgence et dans la panique, on peut faire des choses qui sont de l'ordre de la survie, c'est humain. Je crois que c'est ça aussi, être humain. Ouais, totalement. Oui, parce que l'exemplarité, c'est quand même un concept aujourd'hui qu'on nous ressasse à longueur de journée, mais c'est quand même extrêmement complexe, hein, le mot d'exemplarité. Qu'est-ce que ça veut dire d'être exemplaire ? Moi, je suis pas exemplaire tout le temps, hein, donc voilà. Mais en revanche, c'est vrai, j'ai choisi le service public pour faire un métier de branleur. J'ai préféré le service public. Et voilà. C'est vrai que j'ai pas imaginé une seule seconde que je pourrais travailler dans le monde des médias privés. D'ailleurs, je pense qu'ils auraient pas voulu de moi, mais parce que le service public, il y a des missions de service public qui me semblent extrêmement importantes à honorer, en tout cas à développer, à travailler. Samuel, toi qui as eu un pied, toi qui as été en fait à Paris avec tout ce que ça implique dans tous les milieux justement du travail très tertiaire, etc. Et qui maintenant, même si tu as encore un pied ici, tu te trouves plutôt à l'endroit du monde paysan. Est-ce que tu trouves que le mot travail ou le terme métier puisse suffire à englober cette multiplicité de jobs en fait ? Alors attention, alors au cas où il y aura un doute, moi je sers pas à grand chose dans une ferme. Enfin je veux dire, je sais faire. Moi j'avais compris. Hein. Tu m'as vu. Ouais, c'est vrai que j'ai il écrit des livres. Ah non, mais je le voyais en salopette et tout, la totale. Non. Je sais pas faire pousser une carotte. Enfin, je suis vraiment. Non, je me suis énormément fait exploiter quand j'étais plus jeune par mes parents, mais vraiment du coup après j'ai eu une sorte de vengeance où maintenant je sers vraiment pas à grand chose. Non, en fait c'est marrant que tu dises ça parce que. En revenant, justement, il y a une chercheuse que j'adore, qui est Geneviève Pruvot, qui a écrit Quotidien politique, et qui parle de ça, en fait, qui parle des communautés paysannes. Et j'ai bien aimé parce qu'en fait, justement, il n'y a pas la séparation entre métier et travail. C'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, tu reviens, et moi, c'est vrai que j'ai beaucoup grandi dans des milieux comme ça, et j'ai l'impression d'avoir essayé de reproduire ça après dans mes tafs. Tout d'un coup, en fait, t'es plus dans un droit de la contribution, en fait, de se dire, et d'ailleurs, je trouve ça assez révolutionnaire dans le sens où il n'y a pas une personne qui est assignée tout le temps à la même tâche qui est chiante et que personne ne veut faire. Ça, à mon avis, je pense que c'est un des maux de notre société, tu vois, parce que d'ailleurs, qu'il y ait des gens qui soient là, qui soient condamnés à faire des tafs, ou qu'on le veuille ou non, qui sont, ils sont pas nuls parce que les gens le font, mais je veux dire quand même intrinsèquement dévalorisés. Ouais, en tout cas, et dévalorisants. Ouais, et puis t'as quand même des tafs qui sont hyper durs. Enfin, je veux dire, t'as pas envie de passer, je veux dire, ta vie à l'usine quand tu te fais flinguer le corps. Si à un moment tu as le choix de faire autre chose, bien sûr. Tu vois, et j'ai l'impression que de ça c'était un peu révolutionnaire de me retrouver à nouveau à comprendre ça et de redire tiens mais attends ça poussé à l'endroit de la société il y a quelque chose là-dedans de se redire. D'ailleurs c'est marrant, c'est un humoriste qui disait ça, qui disait en fait c'est pas la problématique qui est le métier des boueurs, par contre c'est une problématique de pas organiser la société pour que tout le monde à un moment prenne une partie de cette tâche. Voilà, ça c'est un truc auquel je crois beaucoup. Surtout qu'on parlait de répartition des richesses, la plupart des personnes riches en France le sont par héritage. Ça c'est. Alors j'ai pas la stat exacte en tête pour une fois, donc je ne vais pas balancer de bêtises à la radio en direct, comme on le disait avec Didier tout à l'heure. Mais en tout cas, la richesse se fait beaucoup par héritage en France. Typiquement, si tu n'es pas riche, tu n'auras jamais un appartement, un grand appartement à Paris où élever une famille, parce que voilà, c'est plutôt avec de la richesse de patrimoine hérité. En tout cas, ces personnes qui sont riches, non pas par le fruit de leur travail et de leurs mains, mais plutôt donc de façon héritée et perpétuée de génération en génération, sont souvent celles qui recourent à des professions dites de service, donc qui laissent aux autres le soin de faire le ménage chez elles, quand ce n'est pas carrément élever les enfants. Donc c'est un peu la question que tu poses de cette répartition qui en fait ça tourne jamais.
Ouais, et puis tu vois, justement, cette chercheuse Geneviève Pruvot, elle disait en fait c'est marrant, toute la société a été structurée, c'est ça, une société de classe, c'est-à-dire que tu montes dans les classes sociales parce que tu t'éloignes des métiers de la subsistance, donc celles et ceux, les métiers, alors subsistance c'est un mot un peu barbare, mais qui veut dire qui nous permet à tous de vivre en société, quoi. Et donc les métiers du soin, les métiers où tu nourris, les métiers où tu vas produire pour que ça puisse. Donc en fait, tout l'enjeu de notre société actuelle, c'est que quand tu montes socialement, tu t'éloignes de ça. Et que, surtout, tu vas pas remettre les mains à cet endroit-là. Donc ça, je pense que ce qu'il faut bien se redire, ce qu'il faut bien redire aussi de ce que c'est que la bourgeoisie, on va appeler un chat, c'est en fait, c'est tu es assis sur les épaules de d'autres personnes. Et en général, souvent les mêmes personnes qui sont les femmes et les personnes racisées. Enfin, voilà, et les travailleurs pauvres. Voilà. Mais aujourd'hui, même s'il y a une vraie bourgeoisie par rapport, même la classe moyenne, dont je fais pas, enfin, qui n'existe plus, mais j'ai envie quand même d'en parler parce que nous aussi, on sent bourgeois, tu vois, je me vois quand on va le Uber Eats là qu'on commande. Et puis on lui donne même pas une pièce et on n'est pas content. Alors, regarde, on va quand même vérifier ce qu'il y a dans le 5. Le mec a froid et tout. Je crois qu'on a tous cette mentalité là parce que et qu'on n'aide pas notre société à aller mieux non plus. Quand on va acheter du KFC, McDo au lieu de, moi je trouve ça fou. La réforme des retraites, ça m'a fait beaucoup rire pendant la manif de voir des jeunes s'arrêter en pleine manif pour aller dans le McDo. C'est là, je crois qu'on n'a pas compris comment le monde fonctionne. Donc on pourrait peut-être s'auto-éduquer là-dessus aussi avant de. Mais tu sais que ça m'arrange, Charlie, parce que je sais pas si vous avez fait des jobs tels que vente, service et tout. Oui, plaisir. Et ce dont je me souviens, j'ai vraiment j'ai travaillé des années comme vendeuse. Je me souviens que les gens qui étaient les plus désagréables avec moi, c'était la classe moyenne. Tout à fait. Qui avait économisé, parce que je viens d'une station balnéaire, qui avait économisé toute l'année et qui était sur sa seule semaine parfois de vacances. Bien sûr. Et qui se disait, ok, là, je suis en pouvoir d'écraser les autres comme potentiellement on m'écrase toute l'année. Et il y a quand même un truc chez l'être humain où au lieu d'avoir une conscience de classe et de se dire ok, peut-être que cette meuf là qui est en train de travailler pour moi, on est au même niveau parce qu'on est des êtres humains, on va être cool entre nous. Ils étaient en mode I'm the rich person et je suis la personne en pouvoir. Et des fois même je prenais des réflexions. C'est très marrant d'ailleurs. Je prenais des réflexions comme quoi en mode ouais, vous êtes que vendeuse. Et une fois il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça devant son gosse qui avait mon âge et il avait dit un truc genre ouais, tu vas finir comme elle, je sais pas quoi, et j'avais dit j'étudie les relations internationales à Sciences Po. Et là la personne avait tellement changé de ton. Et j'étais mais c'est une dinguerie parce que j'étais la même personne, j'avais pas changé ni d'apparence ni de truc. Et il y a quand même quelque chose sur le fait que ce que tu dis, le fait que même la classe moyenne se serve du fait que ce soit pas très cher maintenant d'accéder à des services grâce parce que c'est humain et que je pense que justement le fait de inconsciemment taper sur la bourgeoisie, mais c'est important puisque il y a des réalités de problèmes d'impôts qui sont pas bien répartis, etc. Il y a une réalité, mais par contre il faut pas croire qu'on est mieux parce que si on pouvait être à leur niveau, entre guillemets je dis je m'inclus dedans mais je suis pas du tout dedans. J'ai essayé de rétropédaler ça pour m'écouter profondément. Quand je m'écoute profondément, en fait je m'éloigne de toutes ces valeurs. Mais c'est vrai qu'on est un peu poussé comme ça, comme dans le métro, par tous les copains derrière qui sont allez, on monte. J'ai pas envie d'aller. Et vous êtes toujours dans le tunnel. On approche malheureusement tout doux de la fin du tunnel, mais enfin il reste une bonne demi-heure. Et il y aura d'ailleurs des surprises à la fin. Ce soir, je suis avec Mayra, autrice-compositrice, Samuel Chabré, journaliste, Didier Varro, programmateur de l'Hyper Weekend et directeur musical de Radio France, et Shirley Soignon, comédienne humoriste. Et nous parlons du travail. Et justement, Shirley, Mayra, vous avez un point commun qui est assez... vous avez une façon de parler de l'art qui est assez intéressante. Toutes les deux, vous considérez qu'il n'y a pas de réelle frontière définie entre l'art et l'artisanat. Et ça dit quelque chose. Enchanté, Shirley, je suis ravie. Voilà, vous en parlez au gré des interviews et je trouve que ça dit quelque chose sur votre notion du travail. Est-ce que vous voulez nous en parler? Moi non, mais vas-y toi. Non mais c'est vrai que justement, en plus tout à l'heure on disait travail et métier, de bien différencier les deux. Moi j'avoue que c'est une question que je m'étais jamais posée. Et maintenant qu'on en parle, c'est vrai que je me rends compte que j'ai des gens avec qui on fait le même métier, mais en fait avec qui on ne fait pas le même travail. Et donc c'est vrai que en fait ça me rappelle une vidéo que j'avais vu passer d'un mec qui disait en fait les rappeurs sont là pour l'argent, les MC sont là pour la culture.
ils font le même travail, ils font le même métier, pas le même travail. Et c'est vrai que moi, souvent, je me dis, ok, je suis chanteuse, je suis interprète, je suis auteure, compositrice, je produis mes clips, je réale mes clips, je monte mes trucs, je suis sur Ableton, je me règle toute seule. Enfin, vraiment, je suis de partout. Donc, je fais beaucoup de travail par rapport à des copains, copines qui font le même métier que moi, qui sont chanteurs, interprètes, qui en font peut-être 4 fois moins et qui même me disent, tu en fais trop. Et à qui je réponds, tu n'en fais pas assez. T'as trouvé une réponse, toi. Moi, je culpabilise à chaque fois. Non, mais vraiment, on avait ce débat avec un pote qui cartonne à mort et qui me dit, mais moi, je veux pas trop. Les noms là. Non, mais même pas. Enfin, non. Ok, peu importe. Mais en soi, mon pote me disait, moi, je veux faire la musique en fait, et je veux pas me prendre la tête avec le reste parce que c'est pas mon métier. Et je lui disais, mais moi, justement, pour moi, c'est un point supplémentaire pour étoffer ma vision en fait. Totalement. Réaliser mon clip, c'est une autre manière d'exprimer ce que je suis en train de dire. Donc pour moi, c'est tout aussi important. Idée, Exactement. Je suis totalement d'accord. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, on oublie un de mes métiers qui est vraiment l'essentiel de ce qui me donne l'impression de travailler, c'est la productrice, parce que je produis tout depuis 10 ans. Je produis tout et je fais le graphisme. Si vous voyez mon visuel du ciné-rencontre, c'est moi qui fais le graphisme. J'aime bien faire du montage aussi. Je crée mes musiques aussi pour le spectacle. J'ai produit des musiciens d'ailleurs à l'époque. Vous avez une approche 360 en fait. Moi, je pense à l'ébéniste, au menuisier, quoi. Tu vois, qui a pas une énorme équipe autour de lui. Il faut aller tout seul et voilà, quoi. Il fait son truc. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une belle façon de lutter contre le capitalisme. Parce que si t'es tout seul, t'es obligé d'aller doucement. Exactement. Tu vois, tu peux pas en faire autant que quelqu'un qui a une équipe de 10, 15 personnes. Donc pendant très longtemps, moi, l'idée d'être prod, c'était pour avoir une équipe, grossir l'entreprise comme ça. Je l'ai fait effectivement pendant un moment avec le Comedy Club. Mais très vite, je me suis dit, en fait, non, je suis productrice pour vraiment maîtriser cet art. Exactement. Et garder ça dans un écrin. Et être fier de ça maintenant. J'en suis fier depuis peu. Mais je t'avoue que nous, c'était un peu la même réflexion au tout début. On s'est dit, ok, moi je voulais monter des sociétés pour rester indépendant, comme les rappeurs. Il y avait vraiment cet idéal des rappeurs indépendants, machin. Et en fait, avec mon manager, on a monté les structures. On s'est rendu compte aussi de tout le boulot que c'était au quotidien. Moi, je disais toujours, moi le business, je veux pas en entendre parler. Moi, je fais de l'art. Et en fait, je n'ai jamais été, je pense, aussi pertinente artistiquement qu'en sachant ce qui se passe en fait côté sous-sous. Parce que quand t'es au courant que t'as 40 balles, on va trouver des idées super créatives, les gars, ça va très bien se passer. Mais effectivement, de pouvoir garder la main là-dessus et de se dire, moi je me souviens que je me faisais cette promesse à moi-même quand j'étais vraiment ado. Je m'étais dit, ok, je veux me réveiller à 25 ans, me réveiller où je veux, faire le projet que je veux, avec les gens que je veux. Et quand je me réveille aujourd'hui, j'en ai 27, je me dis putain, j'ai réussi. Lunaire, mais trop bien. Mais c'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, on a beaucoup parlé des frontières pro-perso qui, dans nos métiers, sont compliquées. Dans le même temps, moi, je vois, je me fais du mal en étant trop perfectionniste, etc. Et parfois, en fait, je me force à me faire des prises de conscience. Je reliste les 15 métiers que j'ai exercés avant, qui ont été pour beaucoup des métiers très compliqués que beaucoup de gens exercent toute leur vie. Et je me dis, quand tu faisais ça, t'aurais rêvé de faire ce que tu fais maintenant. Exactement. Donc oui, parfois j'entends des meufs qui par exemple sont créatrices de contenu, lifestyle, etc., qui disent que c'est des métiers difficiles. J'entends que chacun avec son parcours et ses cicatrices et plein de trucs puisse vivre à son endroit mal sa situation, parce que on ne peut mesurer la douleur ou la peine qu'à l'aune de son propre vécu. Donc forcément voilà. Mais à ces moments-là, je me dis quand même. C'est pas tant le métier que la façon de travailler qui peut faire souffrir en fait. Exactement. C'est vraiment la façon de travailler. Moi j'ai changé vraiment ce terreau-là justement, parce que finalement communier avec les gens, le public, ce que je vais faire en ciné-rencontre, parce que j'en parle rapidement, parce que en fait c'est d'un coup je vais projeter mon spectacle sur grand écran, donc je vais plus le jouer pour proposer ensuite un autre rapport au public qui va être plus horizontal, où pour le coup je sais pas trop ce qui va se passer, mais tout ça pour dire qu'il faut vraiment s'écouter. Donc le fait de m'écouter a fait que je me suis dit travailler en me faisant du mal, en essayant de trouver des blagues absolument parce qu'on a dit que c'était ça l'étiquette que j'avais sur la gueule. Non, aujourd'hui et maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de continuer de communier tout en enlevant, tu vois, toutes ces fioritures qui vont autour. Mais pour ça, il faut vraiment s'écouter profondément, parce que sinon on peut se faire du mal en travaillant. Et moi, pendant très longtemps, je me suis fait du mal en travaillant parce que je pensais inconsciemment qu'être artiste, c'était le spleen, quoi. Tu vois, c'était avoir mal, souffrir pour pouvoir créer. Et en fait, j'ai compris avec le temps que non, j'avais une souffrance que j'ai enlevée, un peu comme la sorcière Caraba. Et ça ne te rend pas moins pertinent. Mais non, au contraire, ça te rend bien plus précis. Didier, moi, ce que je voulais quand même dire, c'est vrai que s'éloigner du capitalisme, travailler pour soi et être à 360, c'est un peu s'éloigner du capitalisme, mais en même temps, il faut faire attention à ne pas s'exploiter soi-même. Ah oui, ça c'est clair. Ça, c'est une notion que
parfois, moi, je ressens, parce que effectivement, je suis un peu un électron libre dans la manière dont je travaille, et du coup, c'est vrai que j'écris mes textes, je maîtrise à peu près tous les maillons de la chaîne dans laquelle je suis, mais parfois je me dis putain, mais lâche un peu, va vers d'autres gens pour qu'ils aient un autre regard, qu'ils t'amènent un autre souffle. C'est les vierges ascendant vierge aussi. Parfois, ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, moi je ressens le même truc. On peut arriver à s'exploiter soi-même et à se dessécher et à tourner un peu en rond. Mais oui. Est-ce que tu arrives au fil des années à trouver l'équilibre ou ça reste compliqué? Non, moi de toute façon, moi j'aime le déséquilibre. Je suis pas très 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 partisan de l'équilibre. Je trouve que ce qui est déséquilibré est beaucoup plus intéressant que ce qui est équilibré. Et j'allais te poser une question qui est beaucoup venue moi au fil des émissions avec tous les artistes que je reçois et qui va faire écho à ceux dont parlaient Mayra et Shirley sur la question de l'art qui serait de l'artisanat. Avec tous les artistes que tu as pu interviewer, que tu as pu observer, sur qui tu as pu écrire, réaliser des docs, etc. C'est quoi ta vision de l'équilibre entre talent et travail? Est-ce qu'un artiste super talentueux sans travail, il peut réussir? Oula, ça c'est une question. Alors, faut beaucoup d'argent du coup. Énormément. Le talent et le travail. Ça existe, le talent brut. Ce sont deux mots qui vont bien ensemble, comme diraient les Beatles. Je sais pas en fait. Je sais pas. J'ai du mal à répondre à cette question. Genre sans rien faire quoi, t'as du talent mais tu fais rien et ça se passe. Mais non, mais tu sais, il y a quand même beaucoup le mythe au fil des décennies. Bien sûr. A fait un peu une oscillation de l'artiste un peu maudit qui fait énormément la teuf, qui est tout le temps en gueule de bois, mais quand il va sur scène, même s'il s'entraîne jamais, il répète pas nanana et qu'il a un style de vie déplorable, il arrive et la magie se fait, tu vois. Est-ce que t'en as connu des comme ça, toi, Didier? Bah oui, il y en a, oui. Il y a une époque, mais maintenant il y a des MeToo, hein, ça remonte vite après, t'as déconné toutes ces années. Je suis pas sûr que si on prend par exemple le King français qui était Johnny Hallyday, si on regarde sa discographie et sa manière de travailler, je suis pas sûr que c'est lui qui travaillait le plus. C'était pas un laborieux vraiment, quoi. Bon, et en même temps, c'est vrai que quand tu voyais Johnny sur scène, quoi qu'il arrivait, c'était le King à sa manière, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est-à-dire qu'effectivement, parfois il arrivait, il était une sorte de mort-vivant 2 minutes avant de monter sur scène. Tous les musiciens le racontaient. Ouais. Il montait sur scène tout d'un coup et c'était un autre mec. C'est fou ça. Donc voilà, donc il y a quand même ce truc, le talent on l'a ou on l'a pas. Après, c'est vraiment compliqué. Moi, je pense quand même que il faut bosser, mais qu'est-ce que ça veut dire bosser en fait? Travailler son karaté. Ça peut vouloir dire être en jachère tout le temps et vivre une vie suffisamment déséquilibrée ou intéressante pour pouvoir produire une œuvre qui soit une œuvre incroyable. J'avais lu tout un truc sur le... Pardon, je prends 2 secondes, mais c'est assez intéressant. J'avais lu un truc sur la zone d'étude et la zone de performance. Et en fait, je sais plus qui parlait de ça, surtout par rapport au métier créatif, en disant, dès que tu n'es pas dans ta zone de prestation, donc ce qu'on entend, un concert, enfin voilà, dès que tu n'es pas vraiment en prestation, tout ce qui fait partie de ta vie est ta zone d'étude. Donc en fait, même quand tu te brosses les dents, quand tu vas te coucher, quoi que tu fasses, tu es en étude de quelque chose. Et j'avoue que moi, pendant très longtemps, c'est pour ça que je me reconnais beaucoup d'idées dans ce que tu peux dire, parce que je pense que je me suis auto-exploitée, mais tellement violent, et je m'en suis pas rendu compte pendant beaucoup trop longtemps, jusqu'à ce que je almost burn out 4 fois, quoi. Et en fait, je me rends compte maintenant, en fait, mon père me disait souvent, tu sais, même quand tu ne fais rien, tu es déjà là. Il se passe déjà quelque chose. Et c'est maintenant que je comprends qu'en fait, déjà, se cultiver soi-même, et ce dont tu parles là, c'est déjà du travail, en fait. Enfin, c'est déjà un premier travail, quoi. Mais même sur le processus d'écriture, typiquement, moi, je sais que je fais toujours ce truc con, je me dis, bon, alors demain, tu vas dégager 5 heures, comme ça, tu vas écrire 5 heures. Lol. Tu vas peut-être... gober les mouches pendant 4 heures, puis commencer à pianoter, puis bosser 50 minutes. Mais en fait, au final, les 5 heures auront été du taf créatif. Mais ouais, c'est ça. Samuel, à nouveau, je reviens sur ton expérience d'entre les deux mondes, en tout cas en tant qu'observateur, sur un monde plus terre à terre, c'est bien le cas de le dire, sans mauvais jeu de mots. Waouh, c'était même pas fait exprès. Quelle est la définition que tu donnerais, toi, au travail ? Oh, waouh. Parce qu'il y a le travail aussi qui est le façonnement, travailler la terre, travailler quelque chose qui est travaillé, enfin tout ça.
Je t'ai vraiment fait la question du bac de philo. C'est vraiment très dur, toi. C'est question, hein, le talent. Mais le temps que Samuel réfléchisse, je vais vous lire quelques citations sur lesquelles tout le monde va pouvoir un peu rebondir. On a Alain, le philosophe Alain, qui nous disait le propre du travail, c'est d'être forcé. Aristote qui disait le plaisir dans le métier, mais la perfection dans le travail. Karl Marx qui disait le royaume de la liberté commence seulement là où l'on cesse de travailler par nécessité. Montesquieu qui disait « Dans une nation qui est dans la servitude, on travaille plus à conserver qu'à acquérir. Dans une nation libre, on travaille plus pour acquérir qu'à conserver. » Socrate qui disait « Il n'y a point de travail honteux. » Et Voltaire, enfin, histoire de ne mettre que des hommes, puisque la postérité n'a pas retenu malheureusement beaucoup de femmes. Je rigole, il y a Hannah Arendt, on va en parler après. Le travail éloigne de nous 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Là, j'étais censé avoir trouvé une réponse, on est d'accord. Ouais, carrément. On est tous un peu marxistes, non? Ouais, j'ai l'impression quand même. J'ai l'impression que c'est un peu ça. En fait, c'est marrant, je saurais pas répondre. Je saurais pas répondre précisément à ta question. Par contre, ce qui est marrant, c'est que quand je vous écoutais, je reviens à nouveau. Ça, c'est un truc qui m'avait marqué, notamment moi quand j'étais plus petit. Encore une fois, moi le travail que je voyais, du coup il y avait. Je sais pas d'ailleurs si on mettait toujours sur le monde du travail. C'est-à-dire que moi j'ai grandi mais dans un monde qui a disparu, tu vois, où tu filais des coups de main entre paysans. C'est-à-dire j'ai fait les foins, les machins, etc. Donc en fait, il y avait encore une fois, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de l'ordre du collectif et que tu faisais et que tu racontais différemment et que ça c'est pareil, ça a été très bien raconté par plein de chercheurs et plein de chercheuses, quoi. Mais et donc du coup, j'ai l'impression d'avoir grandi là-dessus. Par contre, c'est vrai qu'il y avait le rapport au labeur, mais vraiment très 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 fort. Enfin, je veux dire, encore une fois, j'en ai déjà parlé, mais il y avait un truc, et pour le coup, mon père, j'aime bien le prendre en exemple, c'est un peu mon endroit de, tu sais, mon endroit de socio, un peu, je l'observe un peu comme ça, je prends une petite note. Mais juste, tu vois, je vois de là où il est venu, où le travail avait quelque chose, encore une fois, en force, machin, etc. Et puis pareil, si t'avais pas travaillé des heures et des heures, alors t'avais pas travaillé. Et en fait, c'est marrant de voir comment, au fur et à mesure qu'on a travaillé ensemble sur ces 4-5 dernières années, il y a quand même quelque chose d'autre qui a émergé. Ça, tu vois, c'est le truc que j'ai aimé, quoi. C'est-à-dire et moi, je mettrais effectivement une différence entre travail et œuvre. Ça, c'est quelque chose pareil qui m'avait marqué, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que et à partir du moment où j'ai l'impression qu'on aura une société où tout le monde pourra faire des œuvres à l'endroit où elle est, il y aura quelque chose d'autre. Mais concrètement, par exemple, pour mon père, c'est, tu vois, c'est sortir de l'assignation A. C'est-à-dire, tu vois, en fait, il plante des légumes. Mais enfin, je veux dire, en fait, c'est pas que ça. Enfin, tu vois, et moi, c'est effectivement, je suis dans un monde où mon père pense le monde à partir du monde paysan. Alors après, s'il vient de la Confédération paysanne, c'est un endroit où ils ont pensé une société pendant très fort pour les années 80-90 et jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, ça existe encore assez puissant. D'ailleurs, il y a des votes, n'hésitez pas. Et du coup, c'était marrant de voir que en fait, il n'est pas là que pour produire des légumes, et en fait, il sait aussi penser, et en fait, il sait aussi raconter ce qu'il pense, en fait, il sait aussi chanter, enfin, tu vois, voilà. Ça, c'est pareil, c'est ce qui m'a marqué, tu vois, de sortir de encore une fois, de l'endroit de la spécialité, tu vois. Il faut pas du tout être réducteur sur une activité, un métier, parce que la vie est composée de bien d'autres choses. Yes. Bah oui. Il y a tout le studio, il y a tout le monde qui dort dans le studio. On dirait, vous savez, les petits chiots en plastique qu'on a sur les voitures. Tout le monde s'est mis tout le monde s'est mis à s'agiter. Tu seras un chiot en plastique, par contre. C'est vraiment... Cette sélection musicale a un grand succès. Enthousiaste, on est. C'est Madonna tout de suite sur Move Material. Et vous êtes toujours dans Tunnel, et ce soir nous parlons du travail en compagnie de mes invités Shirley Soignon, Didier Varro, Samuel Chabré et Mayra. Et juste avant, je vous ai lu quelques citations de philosophes à propos du travail. Évidemment que des hommes, comme dans le programme de philo de l'éducation nationale française. Ouais. Mais il y a quand même quelqu'un de Capital qui a fait, qui a mis sur pied mon concept préféré, dont je vous bassine les oreilles à longueur d'émission, la banalité du mal. Hannah Arendt, elle avait un très joli prénom en plus, qui a critiqué la modernité pour avoir élevé le travail au-dessus des autres activités humaines, ce qui, selon elle, dégrade la capacité de l'homme à participer pleinement à la vie publique et politique, qui serait essentielle à la réalisation de la liberté et de la pluralité. En gros, le fait que le travail soit au centre de nos vies et nous bouffe toutes nos heures d'énergie de la journée nous empêche de mener à bien notre mission d'être humain. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, c'est un peu une tarte à la crème, mais c'est vrai que le travail nous empêche souvent de penser librement, en tout cas, aussi librement qu'on le souhaiterait. Après...
Ouais, je sais pas. Le travail pas choisi, du coup. Ou alors Moi, j'avoue que je me sens pas tant concernée. Moi non plus, du coup, je suis un peu perdue. C'est un peu le but d'ailleurs. Moi, j'avoue, je me pose la question inverse en fait. Moi, souvent, je passe beaucoup de temps à me dire, ok, j'écris. Écrire, c'est pas une petite affaire personnelle, comme dit Deleuze. Donc, comment est-ce que moi, ce que je fais qui est très personnel et comment mon truc personnel devient, comment ça te ramène à ta propre histoire, à tes propres souvenirs et comment tu aides l'autre à travers ton parcours perso, quoi. Ouais, je sais pas, moi j'ai l'impression, enfin en tout cas le travail que je fais et que je continue de faire différemment après le stand-up là, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être dans ma chambre, de faire les trucs que j'ai envie de faire et que les gens ils viennent me voir. Trop bien. Tu vois, t'as parlé des assiettes on était en off. Oui. Tu peux le dire maintenant parce que du coup ça rebondit avec ça. Oui, en fait c'est que j'ai la théorie de l'assiette, mais souvent en fait nous quand on est en studio, on parle beaucoup de connaître son karaté, maîtriser son craft et enfin voilà, moi j'ai beaucoup ce rapport là à la musique et je prenais l'exemple d'une assiette en disant à une copine qui s'inquiétait en fait beaucoup de l'apparence extérieure et de comment les gens la voyaient dans des métiers créatifs. Et je lui disais, écoute, c'est un petit peu comme faire des assiettes. Si tu passes 20 ans de ta vie à te la tuer, à faire les meilleures assiettes, qu'elles soient impeccables et tout, même si tu tiens un boui-boui qui donne vraiment pas envie de vue de l'extérieur, il y aura toujours la queue devant chez toi parce que les gens savent. Donc faire avec le cœur, quoi. Faire d'abord avec le cœur, bien sûr. Bien. Et on en revient à la notion d'artisanat. Charlie, avec le cœur et puis sa propre singularité. Exactement. Travailler son bizarre. Ouais. Parce que... Oui, tu disais un truc là-dessus tout à l'heure, et en fait on est tous des humains, on a tous un corps là, mais c'est vrai qu'il n'a pas besoin des mêmes choses. Moi en l'occurrence, par exemple, c'est la campagne qui va me faire du bien, c'est écouter de l'eau, etc. Il faut connaître un peu comment on peut se nourrir et comment on peut, parce qu'on n'est pas tous faits pour les mêmes environnements. Il faut juste savoir, se connaître. Mais justement, toi, la question de l'environnement, il y avait aussi beaucoup le milieu du showbiz dans lequel tu as été propulsé parce que tu as été une étoile montante d'un coup de l'humour, on etc. a souvent dit ça. J'ai fait que monter l'étoile filante, mais ouais, après 17 ans de carrière. Oui, ça va vite quand même, tu sais, 17 ans, ça va vite. Non, mais changer d'environnement, ça change quoi aussi dans la vie? Ça change tout. La façon de penser, d'être. Après, vraiment, c'est un truc qui est profond depuis toujours. J'ai arrêté l'iPhone 1000 fois, tu vois. J'en ai fait des sketchs, etc. en disant aux gens, arrêtez, venons, on arrête. Et les gens étaient là, très marrant, ce sketch. Trop drôle, je vais la filmer quand même. Exactement. Donc, il y a toujours eu ce tiraillement qui était là. Donc, je m'écoute de plus en plus. Je pense que aussi, avec le temps, le temps fait bien les choses pour apprendre à se connaître, en tout cas si on a envie de s'écouter. Et je crois que ça va avec le bizarre. Mais je crois que ça va avec cette notion du bizarre, Didier, où je suis totalement d'accord avec toi. On parlait de ça l'autre jour avec une copine qui utilise un petit peu l'IA pour bosser un peu ses sons. Et je disais, j'avoue que oui, ok, je peux comprendre pourquoi quand tu manques d'échanges, tu peux avoir recours à ce genre de choses. Je disais, par contre, moi, personnellement, c'est hors de question. Enfin, ce que je dois travailler, c'est le muscle qu'est mon cerveau, parce que c'est comme ça que tu travailles ta propre manière ta propre forme, ta propre bizarrerie. Moi, je dis toujours à mes copains, soyez bizarres, quoi. Il faut être bizarre. C'est Christophe qui était le beau bizarre. Et je dis à toutes les chanteuses, soyez des belles bizarres ou soyez des beaux bizarres. Mais l'environnement, c'est hyper important. On peut juste le dire, on est à la maison de la radio et de la musique. Cet environnement dans lequel on travaille, je ne sais pas si tu as remarqué, Anna, il est tout à fait particulier. C'est une maison ronde. D'ailleurs, on appelle la maison ronde. Se perd dans les couloirs, déjà. Et donc, moi, je me suis déjà perdue. Incroyable, parce que même dans la mise en perspective des relations sociales, il y a parfois cette notion ici qu'on tourne un peu en rond. C'est très bizarre, hein. Moi je suis beaucoup dans la métaphore, mais en même temps cette maison ronde, c'est la matrice de beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes sont nés ici, et donc il y a cet aspect matriciel que je crois très très important. Et d'ailleurs, voilà, mais souvent je dis, mais putain, on n'arrête pas de tourner en rond, quoi. Mais on se croise aussi grâce au fait de tourner en rond. Et si la maison de la radio était un immeuble, une tour, est-ce que nos rapports sociaux seraient différents, notre énergie serait différente? Je le pense. L'environnement, il est structurant dans la manière dont tu évolues et dont tu as des rapports avec les autres. Samuel, toi, tu l'as opéré aussi, ce retour à la campagne. Ça change quoi? Ouais, ça change tout aussi. Non, j'étais en train de vous écouter et de réfléchir. En fait, ça modifie ta façon de penser, de concevoir le monde. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, je pense que quand on parle d'écologie, c'est encore une fois, c'est la science du milieu. Et en fait, tout d'un coup, tu vois bien que il y a des façons de concevoir le monde que tu peux pas avoir autrement que en changeant de milieu. C'est-à-dire, nous, par exemple, on accueille beaucoup d'écoles. Des grosses écoles en plus, des écoles de design, de machin, etc. Donc, qui viennent apprendre auprès d'un paysan qui a un BTS, ça me fait toujours un peu marrer. Et en fait, justement,
ce qui est marrant, c'est qu'au fur et à mesure, on s'est rendu compte, enfin, que je caricature maintenant limite comme ça, c'est de dire, mais en fait, on n'apprendra pas ce qu'est l'écologie, donc c'est une révolution qu'on a amené à vivre de toute façon par rapport à ça, c'est-à-dire on va pas pouvoir continuer de la façon dont le monde a été conçu, avec la façon de concevoir le monde qu'il l'a conçu, et de dire, mais par contre cette façon-là, on pourra pas l'avoir dans une salle à Paname, dans une école sup. Enfin donc moi, quand il y a des masters d'écologie qui se jouent dans le cœur de Paris intramuros, je suis là, je vois pas ce que tu peux comprendre du monde à cet endroit-là, et c'est marrant quoi. Donc tu vois, moi, mais c'est pareil, moi, enfin, c'est pas des jugements, moi en plus, c'est vraiment que des témoignages de choses que je me suis retrouvé à vivre moi-même. C'est-à-dire, c'est pareil, je suis une espèce de pur produit des grandes écoles, etc. Et donc de voir l'endroit de déconstruction par lequel je suis passé, et justement en revenant dans une ferme, par exemple, je trouve que c'est un endroit où tout d'un coup, tu découvres la matérialité du monde. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, il y a plein de choses que je peux pas saisir autrement. C'est-à-dire, et d'ailleurs, tu sais, on dit qu'on est dans un moment de capitalisme de flux. C'est-à-dire qu'en fait, tout est caché, si tu veux. Donc, tu ouvres un robinet, il y a de l'eau, tu tournes un truc, t'as de la chaleur, et tout, etc. Donc, en fait, ça t'handicape dans la façon de comprendre, en fait, ce qui va pouvoir influencer, ce qui va pouvoir. Et donc voilà. Donc, qu'est-ce que ça a changé ? J'ai l'impression que j'ai pu comprendre enfin un tout petit peu ce que vous pouvez mettre derrière les mots d'écologie. Et tu vois, et c'est marrant parce qu'on en parlait, ça a comme lien avec l'Hyper Weekend, parce que je pense que le geste de Terre Noire et le début de la tournée et de ce dont on m'a parlé, c'est de dire que il y a plein de familles de l'écologie, dont on parlait d'ailleurs tout à l'heure. Il y a plein de familles de l'écologie, et que moi, l'écologie qui vient du monde paysan, alors qu'elle se raconte pas comme ça, c'est pas des gens. Elle se vit en fait. Elle se vit. Tu vois, elle se vit. C'est ce que j'allais dire pour rebondir d'ailleurs, c'est ça, c'est que quand tu sors des mégalopoles, tu passes du cérébral au corporel, quoi. À l'instinctif. En fait, un instinct, d'un coup, ça redescend, tout redescend, et je crois que c'est hyper important pour pas péter un plomb. Mais Didier, toi justement, dans la programmation de l'Hyper Weekend, pourquoi t'as choisi à cet endroit qui aurait pu être juste un lieu de travail et de faire que le monde artistique et musical se regarde dans les yeux? Pourquoi est-ce que tu as choisi de faire rentrer l'écologie via la table ronde notamment que va animer Je croyais que tu allais me poser la question, pourquoi tu as choisi la Maison de la Radio, qui est d'abord peut-être que j'ai plusieurs questions, une entreprise où les gens travaillent pour en faire un lieu de divertissement et de pensée. Mais parce que en fait c'est hyper intéressant, parce que une des spécificités de ce festival aussi, c'est que il y a des spectacles qui se déroulent dans les salles de spectacle de la Maison de la Radio, l'Auditorium et le 104, pour ne pas les citer. Mais il y a plein d'endroits qui sont investis, qui normalement n'appartiennent, entre guillemets, qu'aux salariés de l'entreprise. Et ça m'a fait kiffer, et je lutte encore aujourd'hui pour qu'il y ait des créations dans les foyers, qu'il y ait un concert, des créations au 22e étage de la Maison de la Radio, qui est la salle de la présidente dans laquelle elle fait ses grandes réunions. J'avais un rêve d'ailleurs, et j'ai pas pu le faire encore cette année, de faire aussi des concerts dans les bureaux, voilà, d'employer en fait. Si Sybille Veil nous écoute. Mais elle le sait. Elle m'avait donné son accord, et puis après, ça a été un peu plus compliqué. Avec une guitare itinérante, on peut faire le tour. Concrétiser. Mais parce que ça change aussi la relation du public à l'artiste. Bien sûr. Et tout d'un coup, d'être dans un lieu qui n'est pas dédié à la musique, donc d'être dans une forme de proximité, tout change. Le rapport au spectacle change pour les artistes, mais aussi pour le public. Et j'ai juste une petite anecdote là-dessus, sur le 22e étage là, de la tour de la Maison de la Radio, où on fait chaque année des créations. La première année, Joseph Schiano di Lombo, qui occupait cet espace, il a dit aux gens, parce que les gens, ils arrivent au 22e étage, c'est vision panoramique 360, une des plus belles vues de C'est comme un aquarium tout en haut de Paris. Vous voyez tout, la tour Eiffel, enfin tout, la Défense, enfin c'est incroyable, Montmartre. Et les gens, ils regardent et ils prennent des photos, évidemment, de cette vue magnifique. Et puis après, quand l'artiste il commence, il se tourne vers l'artiste, logiquement. Et ils sont assis par terre autour de lui. Et lui, il a dit, mais non, mais vous pouvez continuer à regarder la vue de Paris, vous pouvez me tourner le dos, moi je pourrais faire mon concert, et vous aurez sûrement un très beau concert. Et je vais être une bande-son de ce spectacle visuel. Exactement. Et les gens... Ils le faisaient un petit moment, puis après, ils ont cette tentation un peu conservatrice de se retourner vers l'artiste, vers la lumière, vers là où ça se passe, quoi. Donc voilà, moi j'aime bien aussi ce moment de déséquilibre, encore une fois, où tout d'un coup tout n'est pas donné, voilà.
Et donc, très important aussi, ce concert de Terre Noire, cette création, ils vont pour la première fois jouer leur nouvel album le jour de la sortie. Et c'est un album engagé, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments éruptifs. Il y a énormément de choses. C'est un album très plein, très haletant. Ressources. Ouais, et en même temps, de donner une sorte de contre-champ à leur prestation artistique qui aura lieu le vendredi par un contre-champ de la pensée et de l'émotion, j'espère, à l'Agora. Qui est aussi un endroit où normalement c'est un endroit de passage pour les salariés, Bien sûr. Voilà, qui va reprendre son statut de agora, parce que ça s'appelle l'Agora, donc un lieu d'échange et un lieu d'échange citoyen, j'espère. Et au-delà du groupe Terre Noire, Samuel Chavray et moi-même, avec un autre conférencier qui s'appelle David Hirle. Merci d'anticiper. Dans cette discussion qu'on va avoir donc sur ce que l'écologie fait au monde artistique, il y aura aussi une artiste qui est à mes côtés ce soir qui va se produire, qui s'appelle Mayra. Tout à fait. Mayra, tu vas aussi nous refaire un petit live de suite sur le titre T'es pas si beau. Avec plaisir. Mayra, on t'écoute sur Move. Tunnel. Le bruit et l'humeur. J'ai mis mes plus beaux habits, j'ai fait le make-up juste pour que tu me regardes, que tu m'oublies pas quand t'es calme. Vide le whisky, c'est que le biscuit, c'est moi quand j'ai craqué sur toi. Sur la piste, on ne fait que tourner autour du pot comme des teubés. T'es pas si beau, non t'es pas si beau. Quand t'as le nez dans la coco. Mes copines sont du même avis, mais je n'ai rien écouté. Je savais bien que t'aurais changé quand la poudre s'est envolée. Comme c'est dégoûtant quand tu frottes le doigt sur les dents. Tu me parles de trucs hyper importants dont je me fous complètement. Je vois plus de sentiments. T'es pas si beau, non t'es pas si beau. Quand t'as le nez dans la coco. Et ça va être l'heure, malheureusement, de se dire au revoir après ces 2 heures de discussion sur le travail. Oh non. Faut que je travaille. Donc là, on a fini de travailler. Mais faut pas qu'on me pousse. J'aime bien travailler, mais on va se dire au revoir. On te respecte plus du tout. J'avais Ça pensé à va la playlist, ça pète aussi, les plombs TTC, plutôt. travailler. Mais ouais. Bah oui, chacun va chanter sa chanson. Ce que je préfère, c'est quand je travaille au lit. Mayra, justement, toi qui as plein de choses à nous dire sur les endroits où tu préfères travailler, manifestement. Ça aussi, je l'avais mis dans la playlist potentielle. Je vais vous la montrer, cette playlist, comme ça tout le monde pourra chantonner. Le travail, c'est la après santé. l'émission, quand on aura terminé. Mayra, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver à l'Hyper Weekend Festival le 25 janvier. Les planètes seront alignées en plus, et ça, c'est ouf. Et on joue à 18h, on ouvre le bal. Enregistré sur Move. Enregistré sur Move. Et diffusé dans la soirée. Exactement. Et au-delà de ça, je sors un EP le 7 février qui s'appelle donc Après la pluie. Et j'espère bien te mettre du baume au cœur. J'espère que tu écouteras. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Ah oui, tout à fait. Ben oui, Instagram, TikTok, c'est Smart comme une Smart, Kid comme Kinder, Mayra, M-Y-R-A.
Merci beaucoup Maïra pour ta venue. Bientôt peut-être une 3e venue sur Move. On verra dans l'année avec tous les projets parce que tu es très prolifique. Merci Maïra d'être venue. Samuel, où est-ce qu'on peut te retrouver? Hyper étonnant, hyper week-end. Charlie, programmation qui n'était pas du tout franchement, je vous le dis. Ouais, ça va être. Non, mais je crois que c'est déjà complet. Le 25. Eh bah, comme par hasard, allez, je vais même pas prendre une place. Qui a voulu prendre un ticket hier et c'était complet, ouais. Ouais, mais je sais pas si on peut le dire, mais je crois que, bon, bref, à l'entrée, on s'en fout un peu des billets, je crois. Enfin bref. Didier Varro a dit open bar. Donc ouais, il a dit c'est bon, on s'en fout. Il y a un bar, ouais. Donc le 25, du coup, à 17h, pour la table ronde, puis voilà, puis on pourra échanger, puis boire des verres après. Et sinon, sur les réseaux. Tu vois, Insta, LinkedIn, ouais, j'ai des réseaux de droite aussi. Ouais, ouais, il faut quand même le dire quand même. Moment. Mais ça, c'est ton côté start-up, ça. Ma plus grosse commu en plus là-dessus. Ouais, c'est un peu chaud. Ouais, pardon. Tout ça. Et après, bientôt en plus, on va sortir la série de podcasts avec mon père. On l'emmène sur les routes à la rencontre des luttes paysannes et des luttes écolo, qui s'appelle Le Monde Paysan, mon père et moi. Et qui est fait avec Théo en plus de Terre Noire. Ouais, toujours la même personne de toute façon. Merci beaucoup Samuel pour ta venue et dans 10 jours, à l'Hyper Weekend. Didier, où est-ce qu'on peut te retrouver? À l'Hyper Weekend. À l'Hyper Weekend Festival, le 24, le 25. C'est incroyable ça. Et le 26 janvier, c'est vrai qu'on va me voir pas mal courir, on va me voir sur les scènes, mais on va surtout voir des artistes, beaucoup de créations, 16 créations, 260 artistes vont se croiser dans cette belle maison ronde pendant 3 jours et 3 soirs. On pourra réfléchir, on pourra danser, puisqu'il y aura aussi des battles de danse au foyer B menés par le divin Vinnie Revlon. Et puis il y aura aussi à manger. Laurent Garnier va quitter ses platines pour nous proposer une carte pendant 3 jours et 3 soirs. Yes. Et puis c'est très très créatif. Quand on vous dit que l'Hyper Weekend c'est un festival très très spécifique, il y aura Georges Smith en symphonique, il y aura Pierre Lapointe, il y aura plein de créations, Terre Noire, Noé Préchoff qui reprend Renaud en version rock, et puis la soirée Move quand même, j'y tiens beaucoup, avec Maïra, Ajna, Ziné, Candeur Cyclone et une création entre Nélic et Jade dont je ne sais toujours absolument rien. J'attends le mail, ça veut dire. Si vous croisez Didier Varro à l'Hyper Weekend, n'oubliez pas de lui donner de l'eau car il va courir partout. Merci Didier de t'être libéré pour venir. Instagram, et ça suffira. Bon, je suis aussi sur X, mais je pense que je vais bientôt m'en aller. Et voilà. Réseau de droite, j'y suis, mais je travaille pas beaucoup je t'enverrai des messages, statut. Et Facebook, je n'y suis pas. Et on va dire tous. Merci beaucoup TikTok Didier non pour plus. ta venue. Et TikTok, j'y suis, mais je n'y suis pas. Je ne travaille pas. Vous voulez griller mon temps de promotion? Là, c'est complet votre Hyper Weekend. Est-ce qu'on pourrait parler? Shirley, où est-ce qu'on peut te retrouver? Au cinéma. Je suis en ciné-rencontre à partir du 31 janvier, là. Donc c'est complet pour la première. Et du coup, on a ouvert une deuxième séance à 18h30 pour l'avant-première. C'est spécial. Du coup, je fête les 16 ans de carrière. C'est 16 ans exactement après j'ai arrêté. Donc, on fête les 16 ans de carrière avec une expo photo, avec un after, DJ. Donc, vous pouvez venir, si vous pouvez pas venir à la projection, c'est gratuit. Le 31 janvier chez Comme une Image. Un endroit extraordinaire à Saint-Ouen. Parce que vraiment, je voulais pas faire de parisianisme. Mais si vous voulez venir à Paris, ça sera le 8 mars au Paris Fauvette, Pâté Fauvette. Allez. Voilà, et sinon j'ai 28 dates juste du 31 janvier donc au 31 mars. Et à côté, est-ce qu'on peut retrouver le planning de ces 28 dates? Eh ben sur lessoignons.com, Souagnon, SOUAGNON, c'est important, sinon tape le fromage de chèvre et c'est vraiment un bon produit. On va découvrir plein de salles de Cinoche alors. Ben ouais, ça va être vraiment chouette, ouais. Et puis alors si vous voulez m'écouter aussi en audio comme ça, si vous êtes fan de l'audio, j'ai monté un podcast qui s'appelle Soignons-nous et c'est un podcast participatif où les gens me laissent des vocaux sur ce qu'ils veulent. Se confie, partage des textes, vraiment. Je peux t'envoyer des trucs? Avec grand plaisir. Non. On fait ça, je vais le faire, c'est le 7e épisode là. Trop stylé. Et c'est vraiment chouette et j'ai ouvert une boîte à secrets sur mon site sur lessoignons.com pour que les gens puissent se confier et commencer en préambule de cette rencontre de ciné. C'était fait 2 fois sur l'heure. Eh bien, merci beaucoup Shirley. Shirley Soignons sur Move. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en replay sur le site et l'application Radio France, mais aussi toutes vos plateformes de streaming favorites et évidemment YouTube et en replay dimanche soir. Je crois que j'ai tout dit. On se retrouve semaine prochaine, même heure sur Move, 19h, 21h pour Tunnel. C'est tout musique après moi. Salut.